L'un des problèmes que j'ai connu, c'est l'eau. Il y a une grosse perte d'eau. Et depuis l'installation de l'aménagement, la perte d'eau elle est plus petite qu'avant. J'ai planté presque une cinquantaine de variétés de fruits qui sera fondée pour faire de la confiture. Le programme de l'OIT a fourni des outils de production pour la transformation des figues et des autres fruits de la région. Il a pris en charge la formation technique débouchant sur l'obtention d'un diplôme d'aptitude pour une vingtaine de femmes réunies en groupement. Le succès engendré par la vente des produits a permis de générer des revenus et de réinvestir par la suite dans l'outil de production. Kliba Anna, une jeune mère de famille de 2 enfants, détentrice d'une maîtrise en documentation, n'avait connu jusqu'alors que le chômage. Aujourd'hui, elle reçoit une véritable rémunération grâce à son travail. Nous avons reçu une formation sur la transformation des produits pour faire de la confiture. Par la suite, nous avons eu une formation en gestion et en comptabilité. Avec ce que j'ai appris, je peux soit développer mon activité seule ou rester avec le groupement. Nous pouvons valoriser notre travail et par là même nous affirmer dans la société. La participation à une foire internationale à Tunis fut un succès pour les confitures de Kessra. Chaque fin de semaine, les femmes installent un stand au centre historique du village et vendent leurs produits aux visiteurs de passage dans ce bourg qui se trouve sur le circuit touristique du pays. Grâce au nouveau système d'irrigation et à la meilleure gestion des ressources hydrauliques, la production de fruits est en constante progression à Kessra. Pour le plus grand bonheur des villageois et de Oudel, qui, forte de son expérience acquise ici, espère bien pouvoir reproduire ces aménagements pour d'autres terres agricoles de la région. Ouidel Bougrine contemple avec fierté les champs de figuiers qui arpentent son village natal de Kessra en Tunisie. Ce village. Merci pour votre attention. Donc c'était une vidéo illustrative de la Tunisie dans la session, la 3e session, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes grâce à des programmes d'investissement. Maintenant, j'appelle Monsieur Jad Boubaker, le coordinateur général du IPD, de faire son exposé « Égalité et autonomisation économique des femmes à la lumière du processus de décentralisation en Tunisie et l'axe des infrastructures ». Qu'on applaudisse, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas ici avec ma qualité de représentant d'une BIT, mais je suis ici pour représenter son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Monsieur Mokhtar Hammami. Normalement, il devrait présider lui-même cette session, mais là, il est en train de présider dans la salle parallèle la réunion ministérielle. Donc, il ne peut pas être avec nous à la fois dans les 2 sessions. Alors, au nom du ministre des Affaires locales et de l'Environnement, donc, il vous souhaite tous la bienvenue. Et il a tenu spécialement à présider ce panel, vu l'importance qu'il accorde à la situation de la femme, disons, dans le cadre des programmes d'infrastructure, principalement pour les infrastructures municipales et communales. On a préparé pour vous une petite présentation, donc donc une petite présentation sur les instruments pour l'égalité des genres et leviers pour l'autonomisation économique des femmes dans le cadre du processus de décentralisation en Tunisie. Donc, l'égalité entre hommes et femmes est un aspect important, mais qui est largement négligé dans la planification et l'approvisionnement en infrastructure au niveau des collectivités locales. La Tunisie, qui vient de décréter son processus et qui vient de l'amorcer, le processus de décentralisation, précisément en mai 2018, après l'organisation des premières élections libres. Ces élections ont permis d'avoir 76 femmes à la tête des communes en Tunisie. En Tunisie, pour information, nous avons exactement 350 communes qui couvrent tout le territoire national, et ce qui ramène le nombre, ou bien la participation de la femme à des postes de prise de décision égale à peu près à 30%. Ce nombre, c'est sûr et certain,
il va progresser durant les prochaines élections. En plus, il faut prendre également en considération que dans le cadre de la Tunisie, et pour le cas de la Tunisie, pour les élections, donc la loi électorale, elle prévoit que si le maire est un homme, donc automatiquement le vice-maire devrait être une femme. Donc on a ce que nous appelons la parité horizontale et verticale au niveau de la loi électorale. Ce qui a renforcé massivement la participation de la femme dans la prise de décision au niveau principalement de l'affectation des fonds pour les programmes d'infrastructure. Donc, la vision du gouvernement tunisien concernant la participation de la femme ou bien le renforcement de la posture question genre dans les programmes d'infrastructure vient et est comme socle le renforcement du rôle de la femme dans la planification et dans la prise de décision. Si la femme choisit, si la femme décrète, si la femme planifie, automatiquement son rôle dans la mise en œuvre des programmes d'infrastructure va suivre au fur et à mesure. Le constat, ou bien pourquoi ce renforcement de la rôle de la femme, disons, dans le cadre du processus de décentralisation, il vient d'un fait qu'on connaît tous, c'est que la femme, au niveau surtout des régions qui sont isolées ou bien enclavées, elle paye un prix particulièrement qui est cher à cause du manque de ces infrastructures. Le processus de décentralisation, comme ça a été expliqué au niveau des raisons pour lesquelles il a été décrété, a pour raison principale d'améliorer tout ce qui a un lien avec les services de proximité de la population. Pour la question du genre, donc, on constate que les 4 postulats que vous voyez dans le slide, c'est que la femme passe plus de temps pour réaliser des tâches purement ménagères, elle est en train de faire du travail qui n'est pas rémunéré, elle a beaucoup moins de mobilité, ce qui réduit vraiment sa possibilité d'accéder à des opportunités économiques, et elle a aussi des problèmes pour avoir des accès faciles à ce que nous appelons les services de base, santé, études, scolarité et autres. Donc, le Code des collectivités locales, c'est quoi? Le Code des collectivités locales, c'est une loi organique, c'est-à-dire, selon, comme, disons, le connaissent bien les juristes, nous avons la Constitution et au-dessous, nous avons ce que nous appelons les lois organiques. Donc, c'est une loi organique qui organise tout ce qui a lien avec le travail des collectivités locales, au niveau communal, mais aussi au niveau des prochaines élections en Tunisie, qu'on va organiser bientôt, les conseils des régions. Donc l'objectif spécifique, disons, ou bien les objectifs spécifiques du Code des collectivités locales, c'est la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les zones communales, notamment celles défavorisées, et particulièrement en termes d'amélioration des infrastructures, de création d'une dynamique économique qui favorise la création d'emplois et l'amélioration des revenus à travers notamment la promotion du développement local inclusif, la valorisation par les communes de tout ce qu'il y a comme ressources locales, l'appui à tout ce qui est relance économique et le soutien au développement des entreprises locales. Ceci, ça s'est traduit en des articles bien spécifiques au niveau de ce code. Je vous cite quelques-uns de ces articles, notamment l'article 105, qui oblige les collectivités locales, avant de planifier, élaborer leur programme d'investissement, d'élaborer ce que nous appelons ici en Tunisie des plans de développement local. Des plans de développement local, et il insiste, le législateur dans cet article, qui doivent traduire et mettre en valeur tout ce qu'il y a comme avantage compétitif au niveau de ce territoire. Dans l'article 106, on a intégré au niveau de ce code les questions de l'égalité. Donc, le Conseil de collectivité locale, au moment de l'approbation et du vote sur ces plans de développement, il est obligé de prendre en considération les questions des égalités et également la promotion de l'emploi. Au niveau de l'article 106, il donne des mécanismes et des outils de travail pour le planificateur et pour, disons, l'équipe communale. Il lui donne la possibilité de signer des contrats avec la société civile, d'appuyer la création de PME, mais également d'appuyer tout ce que nous appelons et tout ce que nous pouvons intégrer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Le 110, et là c'est plus précis,
Donc, il donne l'instrument même à la commune de contribuer de participer dans le capital, disons, de ces entreprises. Donc, ça, c'est la série, disons, des textes et des articles qui figurent déjà dans le Code des collectivités locales qui est disponible en ligne. Malheureusement, on n'a pas encore la version anglaise, mais on a la version française qui est déjà opérationnelle. Le programme d'investissement des collectivités locales. Donc, l'objectif principal pour cette période, ou bien ce premier mandat depuis le mois de mai 2018, était de lutter contre tout ce qui est question de chômage et de sous-emploi. Qu'est-ce qui a été fait réellement? L'État, avec l'appui de ses différents partenaires financiers, je cite principalement l'Union européenne, la KfW et également la coopération italienne, elle a réussi à mobiliser un fonds sous forme de dons pour venir et appuyer les budgets des nouvelles communes. Donc les budgets d'investissement en infrastructure des nouvelles communes. En plus à ce que les communes ont en fonds propres au niveau de leur territoire. Pour aider ces collectivités locales qui n'ont pas l'expertise et l'expérience de planification de programmes d'investissement, elle a sollicité l'appui notamment du Bureau international de travail, le BIT ici en Tunisie, pour accompagner ces communes dans la planification et dans l'élaboration de leurs programmes d'investissement. Toute cette démarche, elle a été fondée sur une approche participative, issue d'un long dialogue et d'un long processus de concertation qui essaye d'impliquer et d'associer les différents acteurs au niveau du terrain. Je partage avec vous un fait, et ça je pense que plusieurs pays ici dans le continent africain souffrent de la même chose. Le premier problème qu'on a rencontré lors de la planification de ces programmes d'investissement dont l'objectif de promouvoir cette question du genre, c'est l'absence de données statistiques. On n'a pas trouvé de données genrées, on n'a pas trouvé réellement, disons, des informations qui sont fiables sur la situation de la femme, sur la nature des activités que sont faites ces femmes-là. Donc on était obligé de produire nous-mêmes ces données statistiques. Donc ce qui a été fait réellement, c'est que nous avons conçu avec les autorités statistiques ici en Tunisie une enquête population à emploi. Cette enquête-là, elle a été administrée sur tout le territoire national et ainsi nous avons réussi à produire des données genrées qui sont réparties par commune, ce qui était à la base de l'exercice de planification. L'exploitation de ces données genrées avec l'appui et l'aval des structures statistiques nationales, ça a permis d'aider les décideurs et les planificateurs à intégrer réellement les questions du genre. Si on veut vraiment promouvoir l'égalité du genre, il faut avoir des éléments qui sont scientifiquement établis et qui aident vraiment à faire une excellente répartition des femmes. Le deuxième élément et le deuxième défi, c'est la non-disponibilité de la femme pour les causes qu'on a citées tout à l'heure. La femme, elle passe sa journée dans des activités ménagères, elle passe sa journée dans des activités vivières pour sa famille, et en ajoutant à ceci le problème de l'enclavement et le problème d'un manque d'infrastructures de base, assurer une excellente participation de la femme dans la planification de ces programmes d'investissement était très compliqué. Nous ne pouvons pas décider à la place de la femme et par la suite parler des questions du genre. On ne peut pas faire la promotion des questions du genre sans garantir une réelle contribution et une réelle participation de la femme dans l'exercice de planification. Le processus de planification, comment on l'a fait? On a procédé en deux temps. Un premier temps où on a essayé d'avoir une représentativité assez respectable et équilibrée question du genre au niveau des travaux durant 3 journées par commune. Et par la suite, le deuxième niveau, c'était d'amener l'équipe communale à se déplacer d'un village à un autre pour exposer ce qui a été, les résultats du travail qui a été fait dans une première phase et prendre la validation et identifier avec ces femmes et hommes qui sont dans ces régions enclavées quels sont leurs réels besoins en termes d'exercice et en termes de projets d'infrastructure de proximité. On parle de quoi réellement? On parle principalement de pistes, on parle principalement d'assainissement, on parle également des questions de l'eau, de l'éclairage public et également de quelques propositions en termes de projets d'investissement
caractère green work, donc des travaux verts, principalement dans les régions forestières et dans les régions, dans les régions qui sont à côté des bassins versants et autres. Un autre constat, c'est qu'au moment de la planification, il y a certains nouveaux constats et d'autres éléments qui sont propres à ces régions et ces zones d'intervention que nous ne pouvons pas vraiment les prendre en considération. L'exercice de se déplacer vers ces femmes et vers ces foyers qui sont rarement consultés pour l'élaboration de ces programmes d'infrastructure a permis d'identifier des réels problèmes propres à eux. Dans le nord-ouest de la Tunisie, je vous donne comme exemple, on a un problème qui fait rire, mais c'est un problème vital pour la population. On ne peut pas développer le secteur agricole parce que nous avons des populations rurales dans les régions forestières. Ils sont en lutte quotidienne avec le sanglier. Vous connaissez bien le sanglier, eh ben, c'est un animal qui est trop nocif pour l'activité agricole et vu les conditions, bien les problèmes sécuritaires un peu en Tunisie, il y a un problème au niveau de la chasse. Ces sangliers se sont multipliés en force et beaucoup entrent et attaquent, disons, les femmes lors de la collecte de l'eau, dans les activités agricoles et autres. Un autre constat, c'est les effets du changement climatique. L'effet du changement climatique qui amplifie le problème de la rareté de l'eau, donc il faut se déplacer plus que les moyennes et les normes que nous connaissons tous pour chercher de l'eau. Également un grand problème au niveau stabilité du sol, donc ce sont des aspects et des questions liées aux spécificités des localités, là où se trouvent ces femmes-là, où lorsqu'on prend leur avis en considération, nous pouvons vraiment mieux les intégrer et mieux les planifier. Le code, disons, principalement pour les typologies de programmes d'investissement. Le code des collectivités locales en Tunisie, dans son article 240, il a proposé une liste de typologies de projets d'investissement qui relèvent des mandats des collectivités locales. Principalement, il s'agit de quoi? Il s'agit des programmes de construction et d'entretien des routes, des trottoirs et autres, tout ce qui est aménagement des jardins et des espaces verts, tout ce qui est collecte, disons, et gestion des déchets ménagers, tout ce qui est éclairage public, la réalisation des entretiens des réseaux et également tout ce qui est marchés municipaux et construction à vocation économique. Au niveau de l'identification de la typologie des programmes d'investissement ou bien des projets d'infrastructure que les communes peuvent réaliser, on s'est trouvé devant un constat, devant un fait, que toutes ces activités-là, et vous avez vu la vidéo de témoignage tout à l'heure, la femme peut contribuer vivement. Mais comment elle va y contribuer? Donc on a garanti en première phase une meilleure implication de la femme dans l'identification des réels besoins en projet d'infrastructure, ça a été fait. Pour arriver à ce constat-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on était obligé de produire nos propres données statistiques genrées. Mais maintenant, comment renforcer le rôle de la femme dans la mise en œuvre de ces programmes d'investissement et de ces programmes d'infrastructure? Le ministère, en collaboration du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un programme spécifique a été développé afin de créer ce que nous appelons nouvelle génération de PME municipalités. C'est un programme qui est financé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais qui accorde des appuis financiers aux jeunes promoteurs, femmes et hommes à égalité, pour créer des PME qui réalisent cette typologie de travaux d'infrastructure que vous voyez derrière moi, et avec des contrats fermes de gré à gré durant 3 années. Là maintenant, le programme il vient d'être voté et il vient d'être, publié officiellement. Les mécanismes de financement sont actuellement disponibles. Donc la prochaine étape pour le cas de la Tunisie, revient à estimer les volumes des chiffres d'affaires qui vont permettre la viabilité de ces PME à partir de l'affectation des fonds destinés à la réalisation des programmes d'investissement des communes. Et en deuxième lieu, identifier quels sont les meilleurs profils
au niveau communal de ces jeunes femmes et hommes, et par la suite lancer le processus de formation et d'appui à la création de ces PME juridiquement. La suite, c'est clair, c'est des contrats fermes durant 3 années avec l'acheteur public, c'est-à-dire les communes. Mais encore, dans plusieurs pays, ce que nous avons constaté du point de vue du regard, disons, du gouvernement tunisien, c'est que la femme, elle est plus active dans la réalisation des travaux d'infrastructure. Ici, en Tunisie, nous avons quand même une petite réticence, je ne dirais pas culturelle, mais c'est des stéréotypes que nous gardons toujours, que la femme ne peut pas travailler dans des chantiers, ne peut pas travailler en tant qu'ouvrier agricole. Mais le constat, quand tu te balades à l'intérieur de la Tunisie, c'est tout à fait le contraire. On a trouvé des femmes qui sont dans les chantiers publics, on a trouvé des femmes qui font des travaux annexes au secteur du BTP, on a trouvé des femmes qui sont des détenteurs de patentes de PME dans le secteur du BTP, à part les profils scientifiques des femmes tunisiennes qui sont très élevés, statut architecte, ingénieur dans les différentes spécialités liées à ce secteur-là. Donc, je pense que même si on est arrivé à produire nos propres données statistiques genrées par commune, mais ça s'arrête au niveau de la planification. Mais quelle est la réalité de la participation de la femme au niveau du secteur du BTP? C'est ce que nous sommes en train de finaliser comme étude et que c'était discuté avec nos amis du ministère de l'Équipement avant le dernier changement du gouvernement afin de mener une enquête sur la situation au niveau du secteur du BTP, ce qui va nous permettre réellement de connaître quelle est en réalité la position de la femme aux différents niveaux des travaux d'infrastructure, que ce soit au niveau mise en œuvre, que ce soit au niveau management, disons, de ces travaux-là. Donc, ça, c'est des exemples, je laisse ma collègue Maria pour en parler mieux. Donc, pour quelques recommandations discutées avec Monsieur le Ministre, je propose ces 5 points. Donc, renforcer la participation des femmes dans la prise de décision. C'est beau d'avoir une bonne loi, mais également il faut tenir bon à garantir cette excellente participation qu'on a vécue durant toute l'année 2018 et 2019. Territorialiser ces programmes d'investissement et ces interventions locales. Si nous voulons renforcer la participation de la femme dans la mise en œuvre de ces programmes d'infrastructure, il est impératif de les territorialiser. Donc, à chaque fois qu'on se rapproche de la population, on a plus de marge de manœuvre pour garantir une réelle implication des femmes. Enlever tout ce qui est restriction et de postulation, c'est-à-dire qui limite la participation de la femme. Ces décisions prises au préalable, non, c'est pas possible de voir une femme dans un chantier de BTP, ça se passe là. C'est pas un constat, c'est pas une réalité. Troisième point, ou bien l'avant-dernier point, c'est favoriser la participation de la femme entrepreneuse. Je vous ai parlé du mécanisme qui vient d'être développé. Il faut veiller à avoir, et ça c'est un effort de conscientisation de nos amis du ministère de l'Emploi, à garder une participation égale. Si on va créer des PME, essayons d'avoir une PME à la tête. À la tête, il y aura une femme et un autre un homme. Donc, pour garantir cette forme d'égalité, au moment de l'entretien, essayons de mettre des critères qui encouragent les jeunes filles et les jeunes femmes à prendre le devant et à se proposer en tant que futurs entrepreneurs. Réaliser des projets d'infrastructure qui répondent réellement aux besoins de l'homme ainsi que de la femme et ne pas uniquement se limiter à des projets d'infrastructure, disons, classiques, pour ne pas dire autre chose. Pour résumer, la planification, développer une approche également qui encourage ces éléments, territorialiser et essayer d'identifier toutes ces opportunités qui permettent de renforcer vraiment l'implication de la femme au niveau de la mise en œuvre de ces programmes d'investissement. Ça, c'était à peu près le point de vue
du ministère des Affaires locales et de l'Environnement. J'ai cité plusieurs autres ministères avec qui nous essayons de travailler et de collaborer. Jusqu'à maintenant, la première étape pour le cas de la Tunisie, elle a été achevée. Maintenant, on lance la deuxième phase. J'ai oublié de citer quelque chose, que même pour la création, disons, de ces futures PME, un fonds il a été mis à disposition pour prendre en charge l'autofinancement de ces jeunes-là, qui est le fonds qui est sous la tutelle du ministère du Développement. Donc même l'autofinancement, c'est donné, disons, par, ou bien c'est assuré par l'un des mécanismes ou l'un des ministères, disons, de l'État. Cette intersectorialité, nous essayons toujours de la renforcer, mais elle ne peut vraiment être solide que si elle se traduit en des chiffres concrets et en un nombre important de femmes chefs d'entreprise et de femmes qui travaillent dans le secteur d'infrastructure. Je vous remercie. Donc je remercie Monsieur Jad pour la pertinence et l'esprit de synthèse surtout. On est dans une certaine continuité. Pour le panel suivant, effectivement, on discutera du mindset et de cas d'écoles de femmes qui s'investissent dans le domaine de construction. Pour le moment, j'appelle Madame Maria Teresa Gutierrez, spécialiste des questions de genre, qui va présenter un état des lieux régional, qu'on applaudit aussi. Bonjour à tous, à toutes. Good morning, everyone. Let me tell you something. This session on gender is one of the most important for the organization of this seminar. I must recognize all the commitment of the organizing committee and also our colleagues in the field and also here. The presentation is, that I'm going to do is related to our global program. We have had already the introduction on the case of Tunisie, and I'm going to continue with the specific, with our global program. Okay. In this case, we are looking at some figures. Equal access, which is a vision for guarantee the rights of men and women and to have access to jobs. Here, one of the most important is the equal access to paid job. The second one, and here we have some figures. 20% is the difference that we have between the engagement of women and men in jobs. The second one is to guarantee decent work with social protection. Also, we have here huge difference. The proportion of women that are not protected in formal employment is 75%. It's a global number. Then we have to see also the equal payment, that it is right. La remuneration between men and women, there is a difference of 24%. And the most important thing, the last one, which is related to
how to share the time between men and women in the paid work, but also to pay attention on the unpaid work. And 2.5 is the time that women have to spend more time in doing the domestic work. Now, the ILO and the EIIP have developed the dimensions of gender. As we said before, the first one is the equitable access to direct wage employment and to have an appropriate balance in participation. So in this case, we have to address any kind of constraint on the supply of women's labor. The second one are the factors of design and implementation to facilitate or that can constrain women's participation, but also men. We have to think on both sides, men and women. Infrastructure assets and services that are produced through our public work programs or our work programs should be responsive to the needs of women as well as those of men. And we have had the presentation of the planning process that is very important to this goal. And the fourth one is that the workplace has to be decent and inclusive. Okay, we have elaborated a theory of change towards gender equality in IIP as a comprehensive policy tool. So, which is the main concern? Due to gender inequalities, women are often more disadvantaged than men across different socio-economic groups and aspects, and thus they do not participate and benefit from infrastructure projects in an equitable way. So the goal is equally and decent and productive employment and income opportunities for women and men. However, most of the challenges, some of them have already been mentioned. Challenges that limit women's access to jobs. Division of labor is one of them, the domestic and care work, the primary responsibility of child care, restrict time, and options concerning time and place of work. Wage work is usually a traditional reserve for men. As we heard before, construction work is usually considered a man's job. Sometimes in our programs, women tend to be hired just as unskilled labor. That's why they are unrepresented in skilled positions. But we have heard that here in Tunisia, we have women representation in different levels. There are also challenges to combine professional and family responsibilities. That's all, among others, no? Okay. We have the ILO has made a revision, a global revision on the dimension of gender. I am presenting here only what represents to the region, but it has been a revision of 43 countries global-wide, and in this case we have 3 levels. Those that are in color green, color violet are
Sorry. Okay, so those that are in color yellow are those that were selected for the baseline, including Madagascar and South Africa, that were we had field visits. So this work allowed us to have a baseline on which was the state of women participation in different projects. Later on, we have made a new revision to elaborate a policy brief and some cases studied. And for the region, we have the case of Tunisie and Tanzania. Okay, so those are the studies that we are developing in headquarters in collaboration with our colleagues to follow the advancements and to also to assess the state of the. So in this case, these are the documents presented as well. We have guidelines. We have also some other resources that give us the clue to see how we can continue with this process. In this case, these documents that are the guidelines, let me tell you that we have, for this event, translated the guidelines into French. And now we are presenting here, for those countries that are francophones, this document can guide you on the process of implementation of these projects. It has elements related to identification, implementation, and operation and evaluation. Okay, so we have gone through the project cycle. You all know which is the project cycle in EIIP projects. And we have tried to identify which are going to be those tools that can support this process. I won't go through each one, but you can take a look at the document. And then we have identified which are those areas where EIIP has to perform. Build infrastructure that meets women and men's needs. For doing this, it is important to have a real access to information and be involved in this process. Also, analysis and gender needs assessment is key. All the projects have to go through a gender analysis and evaluation of which are those needs. Sometimes projects are conceived without having this participation. So this is a key element in the process of our projects. But also we have to see decision making. We have to take account the decision making, how these needs and preferences of women and men have been identified and should be put in place when the projects have been selected. Sometimes the projects are not located in the right place, or they do not respond to specific needs of women or men. The second area is related how we are going to include women in works themselves. So for having women participation, it is important to have information, marketing, and sensibilization. The real channels to transfer this information. Also, the second one is, have you mentioned as well, how we are going to remove the restrictions. Sometimes there are restrictions that could be at the local context, but also can be, like you said, sometimes are just stereotypes. So we have to work on those. How we are going to guarantee women's and men participation in the works. One element that has proved to be
efficient is the quotas, to establish a minimum quota of participation. It is an entrance point for women. But this quota is also applied for vulnerable groups. So not just women, we have to think also in those groups that are not in the same quality, like disabled people, or in other cases also elder people if they have to be part. Now, the capacity building. It is important for them which are the level of competences they have to acquire during the process. And then we have to choose and optimize the contracting modality. Not all the contracts have the same effect and guarantee that women can be engaged. And this is a very important issue that relates with all the terms of reference. It has to be also with procurement system. The third one is how we are going to transform the sites of work into a gender workplace. How we are going to guarantee that women are going to be safe or are going to perform in the workplace. So in this case, we have to accommodate women and men's life cycle. We have to recognize all the needs as persons that we have. Okay? So in this case, when we have pregnant women, we have to think on giving her a quality of time, but also to see which are going to be those tasks that could prevent any accident or something like that. Also, we have to pay attention on the time of to rest. Mostly all of our projects are close to the site, so we have to think also on flexibility of time. Other important issue is to ensure that women and men are paid equally for work of equal value. That's very important because sometimes in some areas there is that difference. The other one is preventing and addressing harassment and workplace violence. It is a very sensitive issue. When we have made the surveys and we have had this work, these issues have not been exposed openly, but have been mentioned because they said, well, it is not easy to talk. So these are the things that we have to talk openly and to prevent and to see how our policies and our approach are going to address all the mechanisms that should be in place. Then providing inclusive but safe work facilities and arrangements. In this case, especially to create an inclusive environment, we have to think on facilities for separate toilet facilities, for instance. So these are the three main areas that we have seen. And when we had this baseline, we had found that most of the projects were addressing the access to paid job. So that was the main evidence. Effectively, our projects create jobs. But we needed to work more on raising gender awareness, both at political level and both within our team works. So in this case now we have more national and sectoral policy frameworks in place that are supporting or are guiding also our interventions. And at the level of participation, it is increasing. No, we are having more supervisors, contractors, and female professionals. And this is also giving a new change. We are still in the process of having to raise more empowerment, economic, political, social empowerment. Now, we are going to see some examples that have been taken.
Some examples that in each of these cases, no? When we have the participation of women in projects of infrastructures, the key issue is participation and responding to specific needs. The second one is how we are going to have the public works. For the first one, okay, the second one is to access to works in the public works. When we pay attention more to the quantity, how we are going to include, mainly these are the public employment programs that create this space. The third one is how women are included in skills building. And the fourth is related to access to services, transports, but also to the unpaid work, how we are going to promote inclusion to unpaid work. So just we have few projects. One of those is the project in the Gambia, for which is creating now some opportunities for young people. In this case, the target are youth from 18 to 35 years. 62 of 125 young are women, 30 migrants of return, and 10 are disabled people, blind people, no, deaf people. So in this case, we can see how we can expand and give this possibility through the project, the construction and rehabilitation of routes. This project is addressing tourism, fishery, and capacity building. Then we have those projects that are public employment, like the expanded public works or the project of the safety net program in Ethiopia. But in this case, we have a very interesting program in Tanzania. The project Social Safety Net has already created 5,000 sub-projects providing access to jobs. But the most important thing is how this program is developing an inclusive environment. Here our colleague is present and probably later on he can give more information. But the most important thing is that women are engaged in planification, in the planning process, and they can say where and what they need. For instance, they have had lots of influence to decide on infrastructure of water and sanitation, and the place where they need to have this. Also, the facilities for women that are pregnant, the flexibility working times, and how to engage older women to take care of children, creating additional employment. The other ones are the access to the public programs, like the program in Mauritania, that through capacity building is creating a new space for projects, especially on energy, in sustainable energy, also to create, they are also taking in buildings and schools how to respond on water, sanitation needs, and creating a cadre of masons. Also, there is a percentage of engineers and architects and topographers. That's the space that we have found for women. And now, in this case of transports and the unpaid work, it has already been mentioned the importance of to create and the possibility that our projects have to address the unpaid work. The unpaid work is that work women and children sometimes do at home. So in this case, I want to present this figure, which is really important. This is the care economy.
So in this case, the more contribution to unpaid jobs is giving access. If you see for Africa, the difference of unpaid work is very, very huge. In the case, it is one of the regions that need to develop more infrastructure, especially in water, sanitation, electricity, schools, health, to provide support to this care economy. And how to develop this infrastructure at this kind of needs. When we talk about this, which is this kind of needs, is the infrastructure that help to support women in time and also giving more quality of life. We have to think. We have here the definition, no? L'infrastructure qui réduit les tâches ménagères, celle qui approvisionnement de l'eau, l'assaisonnement de l'énergie, accès aux moyens de transport et aux appareils qui permettent l'économie and work. Okay. Okay. Dans ce cas, in this case, I think this is one of the challenges we have as a program, to start looking at what's going on in the household in relation to the community and how our infrastructure projects are going to enhance this. One of the main elements is decentralization, because we are looking what is happening in the field. In conclusion, as we have already said, public works can contribute to reduce inequalities and integrate women in all the activities of the project cycle, giving voice and creating an environment plus fair and responding to the social justice of the values of the ILO. It is also possible to sensibilize on these issues of gender, community participation for exercise of rights, and the most important thing, we don't have disaggregated data. We need to raise more disaggregated data on disaggregated sex and age data to show these effects. Well, I think this is from my side. But before finishing, I want to tell you that next session is going to be a very interesting and interactive activity that is going to tell us the testimony of people that is engaged in this project. No? In this case, we are going to have the testimony of a chief of a CTA, one entrepreneur, and also a civil engineer. Each one is going to tell us their stories. And I also wanted to show you some material that is in front at the entrance of the room that we have produced on issues related to gender. Thank you very much. Thank you, Ms. Gutierrez, for this presentation, the development presentation. La meilleure façon de conclure la présentation, c'est de passer à la présentation suivante. Et comme a précisé Madame Gutierrez, il y aura une session de témoignages et d'illustration, de storytelling, d'ingénieurs en génie civil, d'entrepreneurs et de femmes qui ont fait leur épreuve dans le domaine de construction. Donc ça sera pour le panel suivant, mais pour le moment, je cède la parole à Monsieur Jad, qui va vous présenter le programme des visites pour demain. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter les circuits à visiter pour demain. Donc, il y aura demain 3 circuits à visiter, 3 sites. Je vais commencer par le premier site qui concerne le gouvernorat de Nagueux.
Donc, le démarrage, ce sera vers 7 h du matin à partir de l'hôtel. Donc, il y aura des bus pour ramener les participants. Donc, il y aura 3 destinations. Je vous prie de faire l'enregistrement à l'accueil. Donc, il y aura le bureau d'enregistrement où il y a les 3 sites à visiter. Le premier site, c'est le site de Nabeul. Voilà le circuit. Donc, on va commencer par le centre technique des matériaux et de construction de la céramique et du verre. Donc, c'est au gouvernorat de Benarous. Par la suite, on aura l'occasion de visiter aussi le centre sectoriel de formation en bâtiment et annexe, Ibn Sina. On passera par la suite directement au village artisanal à Hammam. On passera vers le gouvernorat de Nabeul pour voir un projet de réaménagement d'un cité populaire. Par la suite, on passe vers le déjeuner et on finira le premier circuit par une visite vers l'Office national de l'artisanat de Nabeul. Ça, c'est pour le premier circuit. Le deuxième circuit, donc, ça couvre le gouvernorat, ce sera vers la destination de Jandouba, c'est au nord-ouest de la Tunisie. Donc, il y aura la première visite, donc ça sera au siège de la commune de Balta Wawen, c'est une commune de la gouvernorat de Jandouba. On passera par la suite pour voir le projet de Douar Souaitia, c'est Ain Sabra, c'est un réaménagement d'une piste rurale, on passera directement vers la visite d'un circuit archéologique de Belarija pour finir par la suite vers Jandouba et le retour à l'hôtel. Pour le troisième site, c'est le circuit vers la destination du gouvernorat de Kiev. Donc toujours le démarrage vers 7 h du matin à partir de l'hôtel. On aura directement vers le siège de l'Office de développement pastoral de Nord-Ouest à Bahra. Par la suite, donc, il y aura une visite d'une ferme pédagogique à Bahra aussi. On passera vers une visite sur site de Douar Ossetia, délégation de Nebeul. On passera vers un petit déjeuner et on terminera la visite par quelques sites archéologiques. C'est le site de Doga, qui est très fameux, et la ville de Tastour en route pour y retourner par la suite à l'hôtel. Donc, vous êtes priés de s'inscrire dans cette voie-ci. Donc, chacun à la réception, donc, il y aura 3 tables, 3 fiches. Donc, je vous prie d'inscrire vos noms pour choisir l'un de ces 3 sites. Le nombre, bien sûr, donc, il y aura au maximum une centaine de personnes par site, maximum. Excusez-moi. Est-ce que la traduction elle est bonne? Est-ce que vous avez vos casques et vous recevez bien la traduction? Yes or no? It's okay? It's okay, merci. J'essaierai de vous donner quelques éléments complémentaires sur les sites à visiter pour vous permettre de mieux prendre la décision de voir quel itinéraire choisir. Mon collègue Elia a présenté le premier qui est le circuit du Palace Nabeul. Ceux qui s'intéressent aux dispositifs de formation professionnelle, ceux qui s'intéressent aux analyses des matériaux et les aménagements de quartier, c'est le circuit à proposer. Donc, il y aura la visite de l'un des centres les plus importants en Tunisie. Nous avons ce centre accueille actuellement des jeunes stagiaires, je pense, du Niger, bien du Mali, j'ai oublié. Donc, vous allez voir quelle est l'offre de formation professionnelle dans le secteur et comment il est organisé. Le centre technique des matériaux de construction du céramique et du verre, c'est l'unique en Afrique. C'est un centre technique avec qui nous collaborons pour tout ce qui est analyse des matériaux et il a des laboratoires trop techniques et bien avancés. Puis les autres, c'est un site d'aménagement de quartier urbain, donc dans le gouvernorat de Nabeul et plus précisément à la commune de Hammami. Le reste, c'est des activités culturelles. Quand même, c'est le moment de profiter un petit peu de cette visite, de votre passage en Tunisie. Ça, c'est le premier parcours. Le deuxième parcours vers la commune, vers Jandouba,
c'est ceux qui s'intéressent au processus de décentralisation. Quand je parle du processus de décentralisation, ce que j'ai expliqué ce matin dans ma présentation, cette question de planification des programmes d'investissement, comment ça a été, et puis c'est le premier chantier en cours d'exécution identifié dans le cadre du programme d'investissement de la commune. Par la suite, c'est des parcours qui sont touristiques et culturels. Pour le cas de la destination 3, qui est la destination vers le gouvernement du Caire, ce qu'on vous propose, c'est le milieu rural et montagneux. C'est-à-dire ceux qui ont des reliefs et des enclavements et des problèmes, pas d'inondation, mais de total enclavement. C'est un site où nous avons intervenu en collaboration avec les fonds de l'Union européenne et l'un des plus importantes structures nationales qui est l'ODCIPALU. Donc vous allez voir comment nous avons collaboré et comment les projets de coopération peuvent co-financer des activités avec les structures nationales. Donc vous pouvez voir réellement comment ces montages financiers ont vu le jour. Donc, du côté institution nationale, chaque circuit, vous allez rencontrer l'une des structures nationales qui a une approche très similaire à ce que nous appelons HIMO dans le jargon technique dans ce séminaire-là. Pour le circuit de Nabeul, vous allez visiter, vous allez faire un escale dans l'un de ce que nous appelons infrastructures économiques, c'est-à-dire des infrastructures qui vont permettre de créer des PME et qui est réalisé dans le cadre des programmes de développement intégré sous tutelle du Commissariat général de développement régional. Ça, c'est la structure phare et ça, c'est le programme public qu'on vous propose qui réalise quelque chose de similaire à ce que fait le BIT généralement que vous connaissez. Pour l'itinéraire, disons, de Jantouba, la structure qui sera mise en valeur nationale, c'est les municipalités, c'est les communes tunisiennes. C'est un nouveau mécanisme avec l'amorçage du processus de décentralisation en Tunisie. Pour le circuit du Caire, c'est la deuxième entité nationale, sœur ou bien proche, très proche de la méthodologie IMO, c'est l'Office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest. Donc, au niveau des 3 sites, il y a une structure qui sera mise en valeur et avec qui vous pouvez échanger sur son expérience. Ça, c'est des détails techniques pour vous aider à la prise de décision. Mon équipe et moi-même, on reste à votre disposition si vous avez besoin réellement de plus de détails dans ce sens. Merci Monsieur Jad Boubaker pour les détails, j'estime que c'est clair. Donc je vous remercie pour votre attention. La première partie est terminée. On se revoit dans quelques minutes pour le second panel qui commence à 11h. Et je vous invite maintenant pour la pause café. Merci. On entame par le panel interactif avec nos chers invités, Monsieur Mokhtar Hammami, Madame Imel Mahmoud et Madame Mahanda Al-Agana. On commence par Madame Imel Mahmoud. Je me présente, mais je veux me présenter à ma façon, puisque je suis femme chantier, donc je préfère toujours bouger un peu. Lorsqu'on me demande de me présenter, je me dis Imel Mahmoud, ingénieur génie civil. La plupart du temps, on me dit « Waouh, tu vas être une génie ». Mais la vérité, je ne suis pas une génie. Je suis juste, parce que j'étais petite, j'aime les dessins, mais j'aime aussi les maths et les sciences. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire la génie civile. Tracer des routes, construire des maisons et faire des bâtiments. C'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer la génie civile et le domaine de la construction. Même si que ce domaine est plutôt réservé aux hommes, les chantiers, vous trouvez que ce domaine est vraiment un domaine que toute femme elle est capable d'être réussie dans ce domaine? Écoute, après, en 2001, j'ai eu mon diplôme de génie civil. Mon premier entretien, c'était dans une société tunisienne, une grande société tunisienne.
On était deux, moi et mon collègue. On a passé l'interview. Pendant toute l'interview, le DGA de cette société, elle n'a pas arrêté de me dire « Tu es une femme, comment je peux t'envoyer au chantier? Tu es une femme, comment je peux t'envoyer pour des missions dans l'Afrique? Ce n'est pas un domaine pour les femmes, c'est un domaine pour les hommes. Ça sera pénible pour toi. Toi, tu es jeune maintenant, tu es libre. Et plus tard, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une famille, tu vas avoir des tâches et une vie familiale à faire. Ça va prendre beaucoup de temps de toi, tu ne peux pas être libre pour le travail de génie civil. J'ai essayé de le convaincre. Après une semaine, ils ont recruté mon collègue. Vous pouvez imaginer quelle déception j'ai eue. C'était pas facile pour moi. Ouais. Et c'est pour ça que vraiment, on veut que vous racontez les challenges que vous avez déjà rencontrés. Après ma déception, pour mon premier entretien, j'ai pas arrêté. J'ai continué à postuler et j'ai eu la chance d'être acceptée dans une autre boîte dans le domaine du génie civil. Juste ils ont apprécié ma motivation pour travailler sur le terrain, ma motivation pour aller, et ma mobilité pour aller en dehors de la Tunisie. Et j'ai passé plus que 10 ans dans le domaine des études et la construction dans le domaine des infrastructures routières. Mais au long du chemin, ce n'était pas évident. Je me suis mariée, j'ai fait une famille, je suis maman de 2 fillettes, j'ai eu des congés de maternité. Je me souviens, une fois, pour la promotion, j'étais pénalisée juste parce que j'ai eu 2 mois de maternité. Il m'a dit, tu étais absente pendant 2 mois. C'est pour ça qu'ils ont favorisé mon collègue pour le salaire mieux que moi. Je n'ai pas eu une bonne promotion. Je me souviens, lorsque je partais un peu tôt pour les heures d'allaitement, on regardait à côté. Pourquoi elle part si tôt? Elle doit rester. J'étais culpabilisée d'être maman. Et par la suite, j'ai quitté pour des raisons. J'ai quitté pour intégrer une deuxième société où j'étais très bien épanouie sur le plan technique, responsable. J'ai évolué dans ma carrière technique, j'étais bien tranquille, avec un bon salaire et avec un rythme adapté, jusqu'au moment où j'ai eu ma deuxième fille. Et c'était avec la fin de l'année, qui dit la fin de l'année, donc les promotions, l'augmentation salariale, etc. J'ai parlé à mon boss, j'ai pas pour demander une augmentation de salaire, pas pour une promotion, c'était pour une flexibilité de temps. Une maman avec 2 enfants, qui est ingénieur aussi, qui a des chantiers, qui a des études, qui a des engagements avec les clients. 1 heure, partir un peu tôt, ça peut faire une différence pour moi, sur la qualité de vie que j'ai. J'ai demandé 1 heure de flexibilité, partir tôt, juste au lieu de 18h, 17h. C'est une flexibilité, juste une flexibilité de temps. Je me souviens, ce jour-là, mon manager, que je respecte beaucoup, il m'a dit, je suis désolée, Imen, je ne peux pas faire exception pour toi. Vous pouvez imaginer une autre déception dans ma vie. C'était juste, ma demande, elle était très simple, juste 1 heure de flexibilité. Ça peut donner beaucoup dans mon équilibre, travail et famille. Mais aujourd'hui, je suis très reconnaissante pour mon manager, pour ce nom qu'il m'a dit. Parce que cette nom-là, qui a fait l'âme qui est aujourd'hui. Parce que après 2 mois, j'ai quitté ce bureau juste pour installer mon propre bureau. Et aujourd'hui, je travaille pour mon propre compte. Je suis indépendante, je gère mon temps à ma façon. J'ai ma famille, lorsqu'il y a une priorité pour ma famille, j'accorde la totalité de ma priorité. Lorsque le travail l'exige, je donne une totalité de priorité à mon travail. Et voilà. Donc, madame, bravo. Merci. Vous êtes une fierté pour notre Tunisie. Oh, merci, ça me fait encore. Et en plus de ça, c'est pas mon rôle, c'est pas s'arrêter à retrouver mon équilibre. Parce que je sais que mon histoire, il y en a plein qui se retrouvent dans mon histoire. Que ce soit même les hommes qui sont là, peuvent se retrouver dans mon histoire. Il y a des idées qui devront changer.
Il y a des femmes aussi qui ont des idées, mais qui n'hésitent pas, mais qui hésitent et qui n'ont pas confiance à oser. C'est pour ça mon rôle, j'ai intégré des associations. Je suis la vice-présidente de l'Association tunisienne des femmes ingénieurs. Je suis aussi la secrétaire générale d'un réseau international des femmes ingénieurs et scientifiques dans la région Mina, juste pour assurer cette solidarité féminine. Non pas de pur féminisme, mais c'est parce que les femmes elles ont beaucoup de potentiel, elles ont beaucoup de talent, juste elles ont besoin d'un peu d'encadrement, elles ont besoin des femmes qui inspirent, elles ont besoin de sortir, comme merci Sim qui m'a accordé cette chance de parler. D'habitude je suis un peu timide et réservée, je n'aime pas trop parler de mon histoire, mais je sais qu'à travers mon histoire, peut-être il y a beaucoup de leçons à prendre pour d'autres. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans les associations et je ne raterai pas une occasion pour promouvoir le rôle de la femme pour s'intégrer dans la société et pour avoir cet équilibre travail-famille. C'est très important. Voilà. Donc, Madame, vous êtes ingénieure génie civil, experte, entrepreneur, vice-présidente de l'Association tunisienne des femmes ingénieurs. C'est quoi votre message aux femmes? Comme je viens de dire, il faut avoir confiance en soi. Il faut sortir de vos cocons. Vous êtes capable. Et c'est plutôt le message. Une femme ne peut pas réussir sans homme. Aussi, il y a un grand message pour les hommes. Il faut croire aux femmes. Il faut juste leur accorder la chance de s'épanouir et satisfaire leurs demandes. Voilà. Merci. On va passer à notre deuxième invité et je m'excuse, ça sera en anglais, donc la traduction est fonctionnelle, donc on compte sur ça. Mais avant de présenter ma deuxième invitée, Madame Maria Teresa Gutierrez, she's from Développement, province of South Africa. She registered her role as consultant in 1999 as a managing director. She applied to participate as part of the labor-intensive construction initiative by the Lempo government through the road agency Lempo in partnership with ILO and DFID. Her participation in this project enabled her to join Mr. Mokhtar Hammami, who is appointed as a mentor for contractors, as partners, and together were appointed as trainees for the labor-intensive road construction learned in Mpamlanya, province of South Africa. Ms. Mokhtar is currently a director in the Limpopo Premier Office coordinating the Primary Economic Growth Advisory Council. She is also a mother of 2 girls. So, welcome in Tunisia, and you are here with us in this panel to share as our Tunisian engineer, the one more with us here today. So, we are sharing with you your experience. Why did you choose this field, the construction? Thank you very much, and thank you for giving me this opportunity to share the experience in South Africa. I chose this career mainly because our province is mostly rural, and the majority of people in our province is women, and they are unemployed, and the poverty is still high. And I had a passion, I was motivated by the passion to contribute to this industry. When I was given an opportunity to join this program, I was successful with other women, and we made about 54% on the program, mainly because no experience or technical experience was required as a criteria. Although we were also, as a requirement, required to have supervisors who were technicians, who would be assisting us as contractors. And 29% of those supervisors were women, which means that the majority of us had technicians that were men, which was a challenge. And the engineers on the program, 0% was women, and I'm happy my colleague is an engineer. And even the mentors there were no women mentors. So we were exposed to
management experience, how to manage contracts, and given technical experience. Although I cannot say it was enough, because it was only, we had to go through theory for 3 months. And if we didn't have maths, it was a challenge. But some of us who were having qualifications, we had an advantage. But because the criteria was that you have to be a woman and have a registered company. So the majority qualified, but because of lack of mathematics, it was a challenge to travel with the technical experience. So the passion for me to create employment in Popo, to also contribute to the alleviation of poverty in the province, motivated me to be part of this program. But we can add to this the fact that this kind of field, it helps to create much more employment. So basically, I think this is also one of the reasons why you picked construction as a field. Yes. Maybe what I need to share is that the majority of people that we employed on our projects, it was mainly women, because we didn't require any skill. It was more of the labor than any skill required. But I'll share with you later the challenges thereof, because as a woman, if you are working in this environment, there are so many challenges that you face. Exactly, this was the second part. Share with us the challenges you have faced as a woman and as a constructor. Yes. This industry, you realize that it's male dominated. Firstly, as a woman and as a mother, you have to, as she mentioned, you have to, and also as a wife, there are those demands at home. You have to look after your children. And that time, I had to leave a 1-year-old girl to go to Lesotho, which is outside the borders, and leave the 1-year-old. And of course, my husband was not happy. When I left, we were not in talking terms, because I had to be bold and take that decision that I really want to do this. So this is one of the challenges that's happening. Did he change his mind after the vaccine, growing in the vaccine as well? Yes, of course, he changed his mind immediately when we landed in Lesotho. But this is a challenge because as a woman, a mother, you have to leave everything to be in this industry. Also, this is, I've already mentioned that this is a male-dominated environment. There are instances where, as women, you have to pay in kind because we are not yet recognized as, if you don't stand your ground, and if you don't show your ability and your capability, and show the men that you know what you're doing, they are likely to harass you. And in some instances, women have to pay. There's sexual harassment, there's also issues of violence against women that we encounter in this industry. But because I had a background where I was qualified as an agricultural economist, so I had to stand my ground. But the other challenge that as women face is the issue of safety and security. My project employed more than 200 workers from the local community, and it was away from where I'm staying. So if you have to pay your workers at the end of the month, you need security. Because in the rural areas, they are already aware that you are coming with a lump sum of money to that area. So, because I was privileged, I had a facility of an overdraft with my money. I had to be strategic and ensure that it's either I pay 3 days before and go to site unannounced so that no one realizes that you are coming, because it poses a danger on itself. Also, the only way of seeing interest in construction, our food trust,
arranged funding for all the contractors we were performing. And we had funding for startup capital. They financed our equipment. They also allowed us to buy bikes to travel with. So it's an advantage. But for those women who are outside such programs, they are unable to enter such programs or participate in such labor-intensive construction work because of the financial system, which normally requires, if you are married, you have to produce your husband ID as well. So, two representatives, one a male, one a female village elder or recognized village leader, as they will be speaking on behalf of the women's right or the men's right, whatever it is. And the one from the head office ministry, so that they are witnessing what is happening. And normally it is 5, but because it is just the introduction, we also included one ILO staff to be part of that member. So we open the box, register, take all the lists, and then now what happened is there are women-headed household. These are women who are either divorced, the husband have died during the war, and they are looking after the children. And if they don't have income, how do they manage? They have to rely on the UNHCR income or somewhere else from the family income if they are locals. So we put the priority that these women-headed household should be the first priority in recruiting. So they get automatically selected. Of course, the committee double-check that they are a genuine person that really needs help and nothing else. After that, the remaining number of recruitment we need to do, we will pick the ballot and then select between men, women, people with disability. So that is the ratio which we do. So that is how we select. And it was so transparent that now it is being used in all the municipalities. No, it is open. Nobody can complain. No worker can complain that the municipality officer have put his relative in there and so on. So that is. We also put another condition that none of the municipal officers' direct family members are allowed to apply for a job. That's fair. Okay. Thank you. Yeah, that's clear. I think this is clear, speaking about procedures of recruitment. Yeah. My last question for you, sir, would be about the challenges you have faced, the lesson learned, and especially what have you learned from managing people? Okay, challenges, because we work directly with the municipalities that are implementation agencies. Also, we work with the contractors when it comes to road sector. Now, in the road sector, sorry for our contractor next to me, every contractor wants the maximum profit to make profit out of it. Now, how do we ensure that these contractors are in compliance to what we want to do? How do we make sure that they are recruiting men as well as women in terms of how much and so on? So all those things and also the conditions of work have to be specified in the contract document. If not, they get away with it. One of the things, for example, the contractor have to provide mobile toilets separate for women, separate for men on the site at all time, and washing facilities for them separately between men and women. So those are the things which we put in as the bill items, so that if the contractor doesn't provide that, the ministry can buy it and then reduce the amount from their contract sum. So also decent working conditions, we have specified that. Payment of wages, we have specified that. All these things we have put in place, and that is important, that it is very clear in the contract document as special conditions that if the contractor don't fulfill this part, what is the penalty? We face, when the first contract, the contractor did not fulfill, and we said, here, we have to punish the contractor. They said, you did not mention the penalty, so we can't do anything. So now all those are in place. So this is how you tackle the way you want to achieve. Thank you.
Okay, clear, thank you. I wanted to add that we will be now opening the discussion to the audience. So everyone who have a question, please specify the question and to the person who you want to ask. Yeah. Donc on va commencer maintenant la session discussion. Donc si vous avez des questions, je rappelle le nom des invités ainsi que les questions. Elles sont aussi ouvertes pour la première panel. Donc c'était par rapport à la première présentation aussi, si vous avez des questions. Et je rappelle les invités. Monsieur Ant Lane, ancien ingénieur du CTA, Jordanie. Madame Imen Makhlouf, ingénieur génie civil de Tunisie. Madame Mokati Ragania, contractante de l'Afrique du Sud. Et bien sûr, Madame Maria Teresa Gutierrez, spécialiste des questions de genre. Et bien évidemment, Monsieur Jad Boubaker. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Ou bien aussi des ajustements ou clarifications. Au bout de la salle, oui, monsieur. Une deuxième aussi, d'accord. Oui, Frédéric Bandon, je viens du Cameroun. Je voudrais déjà apporter une contribution pour dire que l'approche HIMO, effectivement, c'est un vivier qui permet aux femmes de s'exprimer et surtout de casser un peu les limites culturelles, d'apporter à la femme la possibilité de contribuer à un foyer. Mais la difficulté souvent, et peut-être c'est là où je vais poser la question à Maria, c'est qu'au-delà des quotas, parce que nous, ce que nous avions fait, c'est que les femmes ne pouvant pas librement accéder aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre, parce qu'il y a forcément des pesanteurs culturelles, parce que les maris n'autorisent pas leurs femmes d'aller travailler, parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas motivées. L'idée, ce que nous avions fait, c'est de prendre un peu des quotas. Pour chaque projet que nous mettons en exécution, nous disons effectivement qu'il faut au moins 30% de femmes. Sinon, le projet n'est pas valable. Maintenant, peut-être avec votre expérience dans d'autres pays, et c'est ça la question, c'est que lorsque vous avez dans des environnements à forte difficulté culturelle, où éventuellement les hommes n'autorisent pas leurs femmes d'aller travailler, c'est interdit, d'accord. Comment vous faites pour arriver effectivement à casser le mur? Parce qu'il faut le casser le mur pour pouvoir permettre aux femmes aussi d'accéder. Alors, quelles sont peut-être des astuces, des méthodes, et ça nous permet aussi d'apprendre, que vous utilisez éventuellement pour pouvoir faire ce saut qualitatif. Merci, c'était la question uniquement. Merci pour votre question. Et vous l'adressez à qui exactement? J'ai dit Maria. D'accord, Madame Maria. Oui. Donc, votre réponse, Madame Maria. Thank you. Yes, we have had, there is not a fixed percentage or quota because projects have their own terms of reference in relationship with the donor's conditions, but we try to advise that at least 30% of women could be a good entrance point. But for instance, in Jordan, it was set in 10% at the beginning. In Peru, we had 3% at the beginning, and it was set in 20%. So we don't have a fixed number, but the mechanism. The quota is a mechanism to offer the possibility to bring women or any other vulnerable group into the project. So this is an entrance point. We call it a positive discrimination system. Now, the second point you say is how we can face cultural barriers, but I would say stereotypes. The stereotypes are in all our minds and in all our systems. So to break these kind of stereotypes or barriers is a process. You cannot change from one day to the other. So we have to start is to raise gender awareness. We have to bring together women. The experiences that Tun has shared with us are very valuable for that. No, bringing women together, they can have a voice. If they are in an environment that when they are just one or two, it's difficult for them to express. Another issue is that women in rural areas, they usually speak their local language. And if the processes of planning or the call for this kind of works is
in another language, they cannot express themselves. So it is important to work at local level, taking into account their own specific needs, but also their own specific customs and livelihood system. No? So we have to try to spend time and money in this process of consultation. It is not just that you go and you have one session and you have a result. You have to have a process of dialogue with these groups, because sometimes when you bring this, we have to talk here of legitimization. Are the women represented in that group really representing the group that we expect to have? So here we have to see how we engage, and usually NGOs help us in the field to identify who are these mechanisms to put in place. Sometimes we have to go 2 or 3 times, and also to respect the working times. When we want to have real men as well working in our projects, they are engaged in other kind of activities, agricultural or in another kind of jobs. So if we plan to have this consultation process during our working times, it is possible that only those that are willing to come, that who are not those in need, are going to appear. So we have to adapt the time, the environment, the place, to look for a neutral place to meet, no? So we cannot have another kind of misunderstandings. All this is a process that involves, we always recommend to have a specialist of gender or social issues to have this clear understanding. And sometimes we need to have a previous good social and cultural assessment. So when we have this in place, we can really have a real, we can really respond to these specific needs of men and women. Because in contexts of conflict, men are also facing very difficult, a very difficult environment. They become disabled. So how we are going to bring them into our works? So we have to think on those issues. Merci pour votre réponse. La deuxième question. Oui, monsieur. Thank you very much. My name is Amumba Bernard. I'm from Zambia. My question is to Mr. Boubaker. And I think what he said to me was very interesting when he talked about the fact that when some of the women were employed to work on the project, the families had reservations in terms of allowing them to continue, that work. And then what the project did was to, if I got him correctly, was to request that families allow those women to work with other family members on the same project. And when he said that, I was thinking, okay, if that was the solution that was found to address the reservations by the families, doesn't that sort of take away the freedom of the women, to independently, choose what they do without the families imposing, conditions for them to access work? Couldn't it have been maybe better to sort of engage the families and array their fears in terms of whatever concerns they had, so that they could then freely allow the women to participate on their own without, the idea of, so to say, to give other family members to watch on what they are doing when they're involved. And secondly, have you done an evaluation in terms of looking at that particular aspect, in terms of what it does to,
you know, the women in terms of their sense of independent decision-making to participate in the work, wherever that work may be, and whatever the nature of the work. Thank you. Merci. Thank you very much. Allowing the woman to bring a family member, it only happened in Jordan because that was a very difficult country where women don't work on public places. We have not had these type of issues in other countries which I have worked, and we don't have to tackle that issue, but in Jordan, yes. So it is, although the woman decide to bring a family member or a sister, that means by the family allowing her to come to work, they benefit too. Two income get into the household instead of one person. But some ladies say, we don't really need the guidance. The family agrees for us to come to work, then that means she doesn't need to bring a second family member. So that means she comes alone. And when I said they work in group is after recruitment, and you have to also ask the woman which type of activity you want to participate in, because we should give a choice to the woman what to do. We always thought physical work is meant for men and the other easy work is for women, and that's not true. When I was working in West Africa, the physical work of excavating side drain is men, and the woman spreads the material that come out of the side drain. But it's the opposite in Lesotho, your neighbor, where the women prefer to excavate and finish the job quick and go home to do other issues, and the men stay behind to spread the material. So give them a choice. Let them talk, not us dictating them. The same thing when they have arrived to the work site, ask them whether they are comfortable working mixed with the men or where the men can see them. Or some women groups say, no, we prefer to stay a little bit further from the men. We prefer it that way. So give them a choice. Work around the system so that they can have a proper working condition. The same thing applies to the person with disability. Person with disability has deaf and dumb people, as well as those who are in wheelchair, but they still want to work. Not that they want to work, they want to earn the money. Why don't we allow them to earn a decent money? We have situation like that. And these deaf and dumb people, we the supervisor don't know how to communicate. The best person who can communicate the instruction to them is their family member, because they speak, they know how to use the sign language and so on. So that is why people with disability is also allowed to bring a family member if it is needed, not that all of them need it. Thank you. Merci Monsieur Hunt, Ayant. Aussi Monsieur Jad Boubaker, il a son mot à dire. En complément à la question, donc la réponse de Monsieur Hunt, je parle du cas de la Tunisie. Je vais partir de ce que nous avons vécu ici dans le cadre de nos chantiers. Il y a à la base un bon sens à respecter. Les infrastructures, ça permet d'améliorer les conditions de vie de tout le monde, femmes et hommes. Si nous souhaitons avoir ce changement dans l'environnement dans lequel nous vivons, nous devons tous ensemble agir en tant qu'hommes et femmes. Au niveau du BIT, nous avons un document ou bien un document contractuel que nous appelons les contrats communautaires. L'élaboration de ces contrats communautaires pour la réalisation de projets d'infrastructures de proximité, notamment dans le milieu rural, je pense que c'est un cadre contractuel qui peut favoriser plus la participation de la femme. Parce que, à la base de la signature de ce contrat communautaire, entre un groupe, ce que nous appelons des OGB, donc des organisations communautaires de base, c'est plus facile de garantir une meilleure implication de la femme au moment de l'identification, mais aussi au moment de l'exécution de ces travaux. Donc la répartition des tâches peut se faire au moment de l'identification et au moment également de l'exécution et même après la réalisation, c'est-à-dire au niveau de l'entretien de ces ouvrages-là.
Je ne sais pas si c'est ce document contractuel ou bien cette approche de contractualisation, les contrats communautaires, elle est utilisée dans d'autres pays ou non, mais pour le cas de la Tunisie, nous l'avons utilisé et ça marche très bien. Ça marche très bien si on garantit un excellent accompagnement technique de la part des services techniques de l'État ou bien de la part des services techniques de la commune, ou bien pour notre cas, c'est assuré par nos ingénieurs en première phase avant de céder la deuxième phase aux services techniques de l'État. Ça peut aider et ça peut aussi assurer une forme d'arrangement en termes de temps qui respecte vraiment le calendrier journalier de la femme tunisienne. Je partage avec vous quelques anecdotes. On a essayé de faire une formation sur l'amélioration de la gestion financière des revenus du ménage. Et on a essayé de veiller à avoir la participation féminine très importante au niveau de ces ateliers. Selon le document technique que nous avons au niveau du BIT, c'est des journées de formation de 8 heures. Eh bien, messieurs, mesdames, tu ne peux pas avoir une femme tunisienne avant 8 heures du matin. Et tu ne peux pas la retenir après 14 heures. Donc, il n'était pas question de respecter ce calendrier proposé par le document technique, qui est le fameux get ahead, aller de l'avant, mais il faut trouver une approche modulaire qui respecte le timing de cette femme-là et pour garantir vraiment un bon renforcement de ses compétences. Donc, au cas par cas, on ne peut pas vraiment dupliquer, disons, des modèles ou bien des expériences, même si ça a été réussi dans d'autres pays, mais je propose que beaucoup plus on opte pour une réplication qui respecte les spécificités des régions et des zones d'intervention. Les instruments au niveau de l'IMO, l'IMO c'est une approche. Je pense qu'on a beaucoup parlé des programmes d'infrastructures classiques, mais l'IMO doit être élargi beaucoup plus à une forme de valorisation de tout ce que nous trouvons dans le territoire. Une valorisation qui est au profit à la fois des hommes et des femmes. L'IMO doit évoluer. On parle de IMO+, et de IMO++. Donc les questions environnementales, les questions de la création de valeur ajoutée, outre que les projets d'infrastructures classiques, on parle beaucoup plus de projets intégrés, où nous avons cette composante infrastructure qui respecte la question du genre, mais qui va plus loin que ça et touche vraiment et réellement à tout ce qui est valorisation du savoir-faire et également de tout ce qui est richesse qu'on trouve dans ce territoire-là. Donc, si on va se limiter avec l'approche à des approches classiques de pure infrastructure, on risque vraiment de rater le cap. Merci, merci pour l'éclaircissement. Donc, je me demande s'il y a d'autres questions. Oui, monsieur. Oui. Michael, et puis 3 questions. D'accord. Donc, on commence avec vous, monsieur, dans un ordre. Hi, good morning. I'm Michael Lukisong from the ILO in Geneva. I wanted to ask a question related to the experience of I think any of the panelists could perhaps respond. The importance of also having women in managerial or supervisory roles on projects, because we know that the sector is also at that level quite dominated by men, and whether it helps at all levels if also some of the supervisors or project managers or engineers are also women, if an experience that makes it easier to also attract women workers in the project, and if the management is perhaps easier or it's easier to accommodate specific needs from women in the project. So I don't know if any of the panelists has some experience on that they want to share. So your question goes for the entire. Yes, so anyone feels free to answer him. Mr. Hunt. Yes, with the Jordan situation, Jordan is the country where we have a lot of female engineers in the field. And when I first went and arrived there and they assigned that these are the engineers that is going to supervise the work, I didn't believe that they will come to the site. In fact, they are much more better than the men.
They are always on the site. They know what they're doing. They keep their records correct. But coming back to the contracting or the private sector, we have, if I can give another example, in the municipality, recently, after I left, I got the news back, that apart from recruiting the labor force, we also recruit the supervising or the gang leader or the group leader. In those group leader also we apply the ratio of men, how many women. And we have had situation where Syrian women were trained as the group leader. And now I hear that they are comfortably supervising Jordanian men as well as Syrian men with no problem. Everybody have accepted that they are good in what they are doing. So I think we don't have problem with that one. Thank you. Monsieur Boubaker. La question de Michael, notre collègue, elle est très pertinente. Dans la présentation de Maria tout à l'heure, elle a parlé de l'environnement qui favorise l'implication de la femme. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer par mon intervention au nom de Monsieur le ministre des Affaires locales. Pour l'approche tunisienne, on a dit, si on veut renforcer la participation des femmes, je parle de la logique avec laquelle nous travaillons sur la question du genre. Le point de départ, c'était de renforcer le rôle de la femme dans la prise de décision. Politiquement parlant, si tu vas avoir plus de femmes, disons en tant que maître d'ouvrage, ou bien de décideur, à la tête, disons, des instances de commande publique. Par exemple, une femme qui est présidente d'une commune, ça va encourager plus la participation féminine. Si tu as plus de femmes en tant que chef d'unité technique dans une commune, tu as plus de possibilités de prendre en considération ces questions du genre. Deuxième point, ça au niveau de la prise de décision et de la planification. Maintenant, au niveau de l'identification de ces programmes d'infrastructure, il faut être prêt à côté de ces femmes-là. Il faut aller vers ces femmes-là. On ne peut pas planifier des projets d'infrastructure, surtout dans le milieu rural, dans les bureaux. Il faut aller à proximité de ces communautés. Et la communauté, surtout dans le milieu rural, la vie, elle tourne autour de la femme. Tout le mécanisme et tout le système économique, chez nous, je parle du cas de la Tunisie, au moins, c'est autour vraiment de la femme. Donc, à ce moment-là, tu as renforcé la position de la femme dans la prise de décision, mais également, tu as renforcé le rôle de la femme dans l'identification de ce qui devrait être réalisé. Maintenant, ce qui vient en troisième lieu, c'est les montages techniques. Les montages techniques, je vous ai donné l'exemple du contrat communautaire. C'est un très bon exemple pour une certaine typologie de travaux d'infrastructure où nous pouvons garantir une meilleure appropriation et une meilleure application physique de la femme dans l'exécution de ces travaux. Ça, c'est la méthodologie que nous avons essayé d'implémenter pour le cas de la Tunisie. Pour les femmes ingénieurs dans les différentes spécialités, nos universités tunisiennes, on a un excellent exemple à ma gauche, donc on ne manque pas de haut niveau. La vidéo de ce matin pour la jeune ingénieure hydraulique, j'ai oublié son nom, elle s'appelle comment? La femme de ce matin, Widet Bougrine, voilà, l'ingénieure hydraulique qu'on a engagé pour la réalisation des travaux dans les travaux hydro-agricoles à Kessra. Le rôle le plus important qu'elle a joué, c'est cette, comment dire, elle est de la région. Elle est de cette localité-là. Elle a un meilleur accès aux familles. Elle a un meilleur accès et une capacité morale à convaincre son entourage. Donc on revient sur la question de la territorialisation. À chaque fois que ces programmes d'infrastructure sont identifiés dans un territoire qui est limité en termes de superficie géographique, l'amélioration de la situation de l'implication des femmes, le résultat sera automatiquement plus positif. Merci. Votre question, monsieur. Your question, sir. Yeah, it's not question, it's a complementing experience actually.
Okay. Yeah, as our colleagues mentioned that there must be something in the guideline. Yes, it's very important. And in my experience in Nepal, we have also developed a very good guideline. But based on the constitution, they said that 33% of the women participation should be okay. You know, when you talk about the... But we have to prepare the team. I'm talking about the field and the employment situation. And in spite of writing 33%, we have prepared our team to go for higher percentage. And the result is around 66 to 70%. So it's not just write-up is important, how you prepare your team is very important. Of course, we have, all of us has to make a hard effort, because naturally if you leave it, it's very difficult to achieve that goal. As in the management system, this is my experience, that of course there is the need of highest level of commitment by the management, what you want, okay? And if it is there, case to case, there are many cases. Individual has a cases. So when we started recruiting our engineers in 37 districts, that means we have almost 22 engineers and sub-engineers working for the project. And everyone has their own individual problem, like they wanted to work in their own district, where from they belong. Some of them wanted to work very close by the capital, because their family is living in there. So individually, we have to treat them based on their need. Third thing is, in the beginning, the confidence level is very important for them. And it is us as a management, how we groom them. A result, I can tell you, one of my engineers, who was started 5 years back, after having a 2-3 years experience, now she is working as a transport specialist in ADB. Excuse me, he's working as what? Transport specialist in Asian Development Bank, which is a big bank after World Bank, and they are working there. And many of them are also growing in a way that they have independent professional career, okay? So experience shows that if you create an environment for them, they can bring their 100% input, and result is there. And good case, Maria has already written the good cases of Nepal, which is available in the ILO website. You can access to that. Thank you. Thank you for your feedback. I don't know if Ms. Maria would like to add anything about the case of Peru. Okay. There is something that I would like to highlight. It is not it is not numbers. How many women are going to be engaged, or a percentage. It is the working conditions that we are going to provide them, as well as the right to get a paid job. So that's why we talk about how we are going to tackle those barriers that they can face as women, as mothers, as workers. So that is what we have to keep in mind, because sometimes we are really pressed because of the requirement of a percentage of women, and we try to bring in as much as we can. It is not the case. So that's the first point that we have to keep in mind, how we are going to create this environment, but also we have to think in all levels of the project itself, of the industry, of the construction. We are providing direct jobs at the work site, but sometimes this is not only the case. Like in the case of Tunisia, they are engaged in the processes of planning, identifying which are those specific needs to have infrastructure that could benefit them in the induced effect of the job creation. We can create direct jobs, yes, direct job employment. We can create indirect jobs, like making more dynamic all the providers system, where are also our supervisors or our providers, but also in the induced effect of the job is when we contribute to economic diversification of the local area. And in this case, it is also a place where women can engage in different economic activities benefiting from the infrastructure created. And that's why it's important to have women in the planning process, where we are going to build, what they need,
because we have to think who is going to use our infrastructure, you know, and how it's going to benefit people or those. Just want to mention that the guidelines we have now translated into Spanish have the specific tools that our colleague from Cameroon asked, specific tools for each process. No? There are how to do the gender assessment, which are the questions and these kind of tools that could be needed. Thank you. Donc on clôture avec la dernière question de Monsieur au fond. Et il y a une autre question, d'accord. 3 questions. C'est clair. Next to Michael. Yep. Thank you very much. My name is Ignatius Ario. I'm from South Africa. I just have a comment. In South Africa, we are achieving participation rates of women at 65% on our program. And in fact, in our phase 4, we're targeting the 60% for women. It's the highest target. Even we're having more participation than youth. And one of the things we had to do was, in our guidelines, in recruitment, it's upfront when we do social facilitation. We encourage the participation of women on projects. So it's mainstream that women have to get involved. And then we have some programs, like road maintenance programs in one of the provinces in KwaZulu-Natal, where about 40,000 women work on road maintenance every year. And the targeting was specific for female-headed households. So it's just an example of how we're mainstreaming women participation. Thank you. A true example of sharing the same vision. Thank you for this comment. The next question? Yes, sir. Thank you. My name is Dampu Ndenzako. I work with the ILO in Tanzania. I want just to contribute to what my colleague Maria Teresa presented, specifically on the case study in Tanzania on how the program has done in terms of enhancing the participation of women into the public works related programs. Of course, apart from what she presented, I want actually to highlight on what actually the program has done in terms of making it to be sustainable. One of the strategies that actually we have done as we are contributing towards the one of the social assistance programs in Tanzania, which has 3 key components on cash transfer, livelihoods, and public works. So at some point in the selection and identification of sub-projects of the public works, it was a kind of a standalone process. Therefore, we have actually advocated for the, to ensure that the identification of sub-projects on public works are actually going together, as well as that of the livelihoods for sustainability and continuity. Another one is also linking on the policy and the legal frameworks. For instance, in Tanzania, there is no a national social protection policy. Therefore, ILO, in close collaboration with the other partners, supported the government of Tanzania to develop a comprehensive national social protection programs that also recognize the public works and the employment-intensive investment programs, which are also gender responsive, to ensure that there is equal participation of women in the EIIP programs, specifically public works. And the other issue is also linking with the other strategies within the country. For instance, in Tanzania, there is a strategy of actually setting aside around 10% of revenues at the local government authority level, 4% for women, 4% for youth, and 2% for people with disability. So that is also part of the strategy that actually we have also linked with the women, especially those who are in groups, to ensure that they can also access to finances, especially from these resources from the government, to continue with the other, entrepreneurial and the economic empowerment related programs that have been created among the women. But also very important is also linking this with the national public procurement policy, which actually has a number of clauses that actually sets aside 30% of all national budget
that actually has been assigned for public procurements to be reserved for special groups. And these are special groups including also women. Therefore, it's also a kind of a linking, doing capacity development to the women who are participating, especially in the employment-intensive investment programs, including public works, to ensure that they access some of the contracts that are related to public employment from this national budget that have been set aside for public procurements. But also, very importantly, is also to link these women groups and these entrepreneur groups that were also capacitated for entrepreneurships to other job-rich sectors. For instance, road sector and the construction sector, to ensure that whenever there is actually some funds that have been set aside in terms of rehabilitation of the roads, so that they can be able to access these contracts and be able to be linked. For instance, in Tanzania, we have two major institutions that are responsible for roads. One is for actual trunk and national roads, and others for rural roads. So these are very important actually to be linked by these women groups so that they can also participate into the contracts, but also get some funds that also be able to improve, to get income and improve their livelihoods. Thank you. Thank you for this few points. I don't know if Ms. Gutierrez have a feedback to share or we can move on to the next question. It's okay? Okay. Oui, madame, votre question. Le micro, s'il vous plaît. Monsieur, au fond, vous avez une question? D'accord. Merci. Je me présente. Emel Khameri, ministère du Développement, d'Investissement et de Coopération internationale, Tunis. Pour nous, dans le plan quinquennal, on a prévu un programme de promotion d'entrepreneuriat féminine. Il s'appelle RAID. On a prévu la création de 8000 projets fin 2020. On a aussi une stratégie nationale pour l'autonomisation économique sociale des femmes et des filles au milieu rural. On a deux tiers des jeunes diplômés en Tunisie sont des femmes. Et on ne retrouve que la moitié sur le marché de l'emploi. On a aussi 18 000 sociétés qui sont présidées par des femmes. Mais malheureusement, ces sociétés, elles sont des très petites ou moyennes entreprises. Est-ce que on a prévu pour aider ces femmes pour prendre plus d'avantages des risques et agrandir leur entreprise? Et merci. Et votre question, c'est pour qui précisément? Quelle est la politique de la BIT? Non, vous adressez votre question à qui exactement? Qui s'adresse à qui exactement? À BIT, je crois. À Monsieur Jad Boubaker. D'accord. Monsieur Jad, je crois. Ouais. Votre politique pour aider ces femmes à prendre plus d'avantages, des risques pour agrandir leur société, leurs entreprises. Merci. C'est clair, donc le fait d'avoir des femmes chefs d'entreprise à la tête, malheureusement, des PME. Donc c'est quoi les politiques que vous avez envisagées pour remédier à ça? Avant de laisser la parole et faire comme ça à Maria, qui peut parler beaucoup plus des aspects stratégiques au niveau du BIT sur ces questions du genre, j'essaierai de faire deux petites interventions pour voir ce que nous faisons ici en tant que BIT en Tunisie. C'est très beau d'avoir la stratégie de l'autonomisation économique de la femme. Mais comme je l'ai dit ce matin, on n'avait pas un fondement scientifique. C'est-à-dire, on ne disposait pas de données genrées, de données axées sur le genre. Donc ça, c'était la première des contributions. Mais malheureusement, nos moyens restent toujours limités. Nous n'avons réussi à couvrir que 90 sur 350 communes. Pour confirmer et pour vous rassurer encore plus, c'est des enquêtes population et emploi axées sur le genre, mais avec un visa officiel du gouvernement tunisien. Donc on n'est pas des charlatans. Ça, c'est pour vous le dire. Donc ça, c'était la première contribution concrète que nous avons faite. Si on veut vraiment mieux mettre, disons, aller plus loin que la stratégie et la traduire en des plans d'action,
je recommande vivement la prise en considération de ces données statistiques. Les données statistiques, ce que nous avons obtenu, ça nous donne vraiment les détails du temps parcouru pour les femmes, pour avoir accès aux services de proximité, les temps et les distances qu'elles passent, pour la situation du chômage et tous ces éléments-là, et même le profil scientifique de demandeurs d'emploi, combien de femmes chefs de ménage, et donc vraiment, elle est très riche en données et ça permet vraiment d'aider à l'élaboration de la préphase stratégie de l'autonomisation économique de la femme. Ça, c'est une première contribution concrète et elle est déjà achevée. Si nous allons avoir la possibilité, avec l'appui de l'Union européenne, d'aller plus loin que ça, on est très content. Deuxième niveau qui est à prendre en considération et qui est très important aussi, c'est donner des exemples concrets. Le côté démonstratif. Le côté démonstratif, c'est ce que nous sommes en train de réaliser également. Vous avez vu la vidéo. Donc la faisabilité des choses, on l'a réussi. Aller plus loin que ça, ça relève de la stratégie et Maria pourra répondre. La stratégie du BIT, Maria. Juste avant de vous permettre, on attend la déclaration des messieurs les ministres. Ils ont fini leurs travaux, donc ils vont venir ici pour annoncer la déclaration des ministres. Donc rapidement, Maria, pour la stratégie du BIT. I was telling that the ILO has, as an institution, has the gender equality framework that guides all the activities and is at the core value of the ILO itself to guarantee decent work, social justice, and that are the core values of the ILO. And for doing this has different mechanisms. We have on a yearly basis planning tool where we are trying to see how we advance, particularly the employment-intensive investment contributes on job creation, and we try to show the advancements on the decent work created with social protection, and also in contexts of fragility in programs of public employment programs that are mostly those areas where DevInvest or EmpInvest is engaged in. As a focal point of the employment department, those are the issues that we are showing, but we have some constraints related to getting that disaggregated data, and that's something we are working with. And the other element is to provide more evidence on unpaid work, how we are contributing to create more opportunities, especially in infrastructure, in those areas of water that help women to facilitate their activities and to save time. So in this case, infrastructure can collaborate a lot on these issues. Donc on arrive à la clôture de cette première session. Malheureusement, il n'y aura plus de temps pour poser les questions. Donc je tiens à remercier Madame Maria Teresa Gutierrez, la spécialiste des questions de genre, pour l'état des lieux ainsi que la partie discussion. Je tiens aussi à remercier nos invités, Monsieur Ant Lane, ancien ingénieur du CTA Jordanie, Madame Imen Mahlouf, l'ingénieur civil de la Tunisie, et finalement Madame Mogadi Regania, la contractante d'Afrique du Sud. Je tiens à vous informer que pour le moment, on a signé la déclaration ministérielle de Tunis, donc on est en train d'attendre les ministres qui vont nous rejoindre donc sur le podium, et vous allez assister à la déclaration de Tunis dans quelques instants. Donc merci pour votre attention. On applaudit les panélistes et les invités en attendant les ministres. Merci à vous. Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, la déclaration de Tunis. Ça sera présenté en première partie
avec la représentante du Cameroun, Madame Nga Marie-Madeleine. À vous la parole. « 18e séminaire régional des praticiens de l'approche intensive en main-d'œuvre, thème vers un développement local inclusif, valorisation des ressources locales et emploi décent. Du 9 au 13 septembre 2019, Tunis, Tunisie. Déclaration des ministres. 1. Nous, les ministres et représentants des délégations venant de l'Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Madagascar, Mauritanie, Mali, Libye, Niger, Rwanda, Ouganda et Tunisie, charge en charge, non, Ouganda et Tunisie, réunis en session ministérielle les 9 et 10 septembre 2019 à l'hôtel Palace de Gamarta, Tunis, dans le cadre du 18e séminaire régional des praticiens de l'approche à haute intensité de main-d'œuvre HIMO, présidé par son Excellence Zid Ladari, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale de la République tunisienne, et par son Excellence Mokhtar Hammami, ministre du Développement local et de l'Environnement de la République tunisienne. 3. Notons que les gouvernements ont ratifié et ont démarré la mise en œuvre d'activités pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD, et reconnaissons la contribution des approches HIMO dans la réalisation des résultats attendus des ODD en vue d'un développement durable inclusif. 4. Notons que l'application des approches HIMO est susceptible de répondre aux défis du changement climatique et de la dégradation de l'environnement dont les effets sont néfastes au développement des communautés, à la préservation des ressources locales et nécessitent une adaptation des technologies endogènes et des solutions écologiques. 5. Notons que les processus de décentralisation en cours constituent des opportunités d'emploi décents pour les jeunes, les femmes et les personnes aux besoins spécifiques et les possibilités d'accès des entreprises locales aux ressources publiques, notamment pour la construction et la maintenance des équipements publics de base avec un accent sur les zones rurales et périurbaines. 6. Reconnaissons que l'emploi productif et le travail décent sont des éléments clés pour parvenir à une croissance socio-économique inclusive et durable. Notons que la sécurité, la sûreté et les conditions de travail équitables sont essentielles pour accroître la productivité et le développement personnel des travailleurs. Notons en outre que, malgré la forte augmentation dans l'utilisation des techniques intensives en emploi dans les différents pays, il y a toujours des préoccupations quant à la durabilité des emplois créés. 7. Reconnaissons que le centenaire de l'OIT, coprésidé par l'Afrique, questionne l'avenir du travail, notamment sur l'innovation rapide, le développement des nouvelles technologies de l'information et la transformation digitale irréversible modifieront les types d'emplois disponibles et la façon de s'en acquitter. 8. Reconnaissons que l'apprentissage le long de la vie
et la formation aux approches basées sur les ressources locales représentent les critères essentiels pour l'amélioration de l'employabilité et de la productivité à travers la création de centres d'excellence de formation HIMO ancrés dans le système national d'éducation et de recherche. 9. Notons que la pauvreté, où qu'elle se trouve, est une menace pour la prospérité mondiale et s'inspirant de la recommandation numéro 205 de l'OIT sur l'emploi et le travail décent pour la paix et la résilience qui relève que les conflits et les catastrophes naturelles ont de graves conséquences pour le monde du travail, alors que la pauvreté, le chômage et les déficits de travail décent peuvent eux-mêmes devenir des facteurs de vulnérabilité et de fragilité. 10. Prenons note que la mise en œuvre des engagements pris au cours des séminaires régionaux antérieurs des praticiens HIMO connaissent des niveaux de réalisation différents suivant les pays et selon les structures de gouvernance des approches HIMO. 11. Notons l'existence d'un déficit au niveau de la gouvernance en matière de l'encouragement et de l'accès à l'emploi en matière d'économie sociale et solidaire. Je vous remercie. Merci Madame Marie. La deuxième partie de la déclaration de Tunis, ça sera présenté par Monsieur Semir Lazar, directeur général de la coordination et suivi. La parole à monsieur. Merci. Donc, merci à tous. Donc, je continue. Nous, les ministres réunis à Tunis durant le 9 et le 10 septembre 2019, nous nous engageons donc à mettre en place une stratégie et diversifier les programmes à forte intensité d'emploi dans la prestation des travaux et des services d'autres activités non liées à l'infrastructure ou activités connexes pour maximiser les possibilités d'emploi et améliorer les moyens de subsistance en prenant en compte l'innovation, les nouvelles technologies et les transformations digitales afin de ne laisser personne à côté. Point 13. Renforcer la capacité des acteurs, des institutions locales et des communautés et les aligner sur les systèmes éducatifs nationaux et les priorités nationales sectorielles afin de développer des compétences qui répondent aux besoins du marché de travail en vue de favoriser l'accès au marché de travail pour les jeunes, les femmes et les personnes aux besoins spécifiques. Point 14. Promouvoir la coordination et l'articulation au niveau des politiques publiques et des programmes et la collaboration entre les différentes structures de mise en œuvre et de gouvernance afin d'améliorer la productivité, l'efficacité et le caractère inclusif des initiatives intensives en emploi qui apporteront des changements significatifs dans la vie des jeunes, des hommes et des femmes, des PME et des personnes aux besoins spécifiques. Point 15. Prendre des mesures concrètes et des procédures de passation des marchés publics tant au niveau central que décentralisé qui reconnaissent les organisations communautaires de base comme des entités de mise en œuvre des travaux HIMO. Encourage l'utilisation des ressources locales, facilite l'accès des entreprises locales et des organisations communautaires de base dans la réalisation des travaux HIMO, tout en induisant des économies dans le coût de construction des équipements sociaux de base. Point 16. Concevoir et mettre en œuvre des programmes locaux d'emploi en favorisant la transparence et la bonne gouvernance en conformité avec les politiques nationales sectorielles à long terme
et les priorités d'investissement afin de créer des moyens de subsistance durable pour les jeunes, les femmes et les personnes aux besoins spécifiques en fonction de programmes à forte intensité d'emploi dirigés et financés au niveau national. Améliorer la collecte, la compilation et la diffusion d'informations et de connaissances sur les bonnes pratiques, tout en favorisant la collaboration sud-sud et la solidarité internationale dans les domaines des technologies innovantes. 18. Pérenniser et renforcer les méthodologies des études d'impact sur l'emploi, les systèmes de suivi et évaluation des programmes et projets intensifs en emploi. Le renforcement de la participation des communautés locales à la réalisation des projets, y compris la réalisation des audits sociaux. Instaurer la culture de suivi et évaluation et mettre en place un système de quantification des mesures prises en application de la présente déclaration. Les ministres sollicitant que les gouvernements et les autres bailleurs de fonds, tels que la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la BMZ, l'Agence française de développement, la JICA, soient incités à financer et à encourager les activités qui concourent à la réalisation des ODD, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de Ouagadougou, plus 10, sur l'emploi et de l'accord de Paris sur le climat. Le point 21. Le BIT prend un rôle actif dans la facilitation des échanges et le partage d'expériences de bonnes pratiques en matière de passation des marchés inclusifs, l'appropriation communautaire, aussi bien les questions sociales transversales, afin de contribuer au développement des échanges sud-sud, et le partage de connaissances et des outils de définition et de mise en œuvre des travaux HIMO. Pour les pays qui manifestent l'intérêt de participer à la mise en œuvre des techniques HIMO innovantes, résilientes au changement climatique et les bonnes expériences. Les appréciations. Les États, dont les efforts dans la mise en œuvre des programmes et projets HIMO ont eu un impact économique, social et environnemental significatif, ont partagé les bonnes pratiques en matière d'utilisation des ressources locales. Par exemple, l'Éthiopie, qui consacre 30% de son budget d'entretien routier pour l'exécution des travaux intensifs et en emploi. La Tanzanie, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Zambie, dont 20% des marchés publics sont réservés aux jeunes entrepreneurs locaux, PME. Les efforts réalisés par l'Afrique du Sud, dont l'institutionnalisation des programmes HIMO pour un financement approprié à tous les niveaux, national, provincial et local, sur ressources propres et l'intégration des techniques HIMO dans tous les secteurs d'activité. Les efforts du Rwanda et de l'Afrique du Sud, dont l'institutionnalisation des approches HIMO à travers la création d'une agence publique nationale dont la responsabilité est d'assurer l'allocation d'une partie du budget national au développement local utilisant l'approche HIMO pour l'optimisation des impacts socio-économiques. Le Cameroun, pour l'intégration des organisations communautaires et des artisans locaux dans la commande publique à travers l'adoption d'un nouveau code des marchés publics. Le BIT pour ses soutiens multidimensionnels fournis au pays pour la promotion et l'appui aux approches HIMO et pour le suivi des engagements découlant de ce séminaire régional des praticiens de la haute intensité de main-d'œuvre. Le gouvernement de la République tunisienne et le comité d'organisation pour la tenue réussite du 18e séminaire régional des praticiens HIMO et exhortant tous les participants de dit séminaire à porter le contenu de cette déclaration ministérielle et la déclaration des participants à leur gouvernement respectif et à travailler à leur mise en œuvre. Vote et remerciements au ministère du Développement, de l'Investissement,
et de la coopération internationale de la République tunisienne, au ministère des Affaires locales et de l'environnement de la République tunisienne et au peuple tunisien pour l'accueil chaleureux et la tenue efficace de ce 18e séminaire régional pour les praticiens HIMO, Tunisie, le 10 décembre 2019. Et merci pour votre attention. Donc, merci Monsieur Sami Lazar, le directeur général de la coordination et du suivi de l'exécution des projets publics et programmes régionaux. Merci aussi à la représentante du Cameroun, Madame Marie-Madeleine. Je cède la parole à Monsieur le ministre tunisien, Monsieur Mokhtar Hammami. أهلا وسهلا مرحبا بكم. في الحقيقة أريد أن je me permets de parler en arabe. Je m'excuse, je dois parler en arabe parce que dans les clôtures chez nous, quand on fait les ouvertures et les clôtures, on devrait parler en arabe. Hier, j'ai profité de parler en français parce que je n'étais pas moi le premier, mais aujourd'hui, je dois parler en arabe. في الحقيقة أنه أشكر في البداية كل الدول والوزراء وكافة ممثلي الوزراء أو الإدارات المعنية والإدارات خاصة اللي جات معهم مرافقتهم وكذلك الإدارات التونسية وكل الذين ساهموا في إثراء هذه الدورة. الدورة هذه هي أنها دورة 17 واللي هي الدورة 18 دورة 18 اللي تونس باش تولى في مدة السنتين المقبلتين سنة 2020-21 متابعة كل التعهدات اللي كان يقرأ فيهم سي سمير منذ حين. نقول أنه الإعلان عن نتائج هذا الملتقى اللي يضم عديد من الدول الإفريقية واللي يتناول معناتها الأشغال ذات الكثافة العمالية إيمو يسميوه باللغة الفنية. الملتقى هذايا هو في نهاية الأمر تعريف بالتراكمات اللي صارت في البلدان الأفريقية في مثل هذه المادة، كيفية إنجاز المشاريع بطريقة تشاركية وبطريقة أقل كلفة وبطريقة تعتمد على المواد الأولية لكل محليات وكذلك تعتمد على تمويلات ما نقولش كبيرة وإنما تمويلات بسيطة، ولكن الهدف منها أنها تقترب أكثر فأكثر من المواطن. سيسون دي سيرفيس دو بروكسيميتي. ربما اللي تفعل الدولة هذاك في إطار التعهدات متاعها في البرامج الوطنية، ولكن هناك عمليات قصيرة وصغيرة واللي هي تضرب في صميم الواقع معناتها المجتمعات وخاصة المجتمعات اللي هم بعاد علينا شوية، المجتمعات نقول في الوسط الريفي أو المجتمعات الموجودين حول المدن الكبرى لي جراند زاغلوميراسيون، الأحياء الشعبية وغيرها وكل. وتهم كذلك الفئات ما عادش نقول مهمشة، لأنه المرأة التونسية أو الشاب أصبح موجود فعليا بالدستور لمتابعة الأعمال متاعه، وكذلك تهم الناس ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذا الهدف هي أنه المشاريع الوطنية ربما اللي كانت ما توصلش للفئات هذه بكل دقة، اليوم من خلال المشاريع هذه والفنيات اللي تتبعها يمكن أن تضم هذه الفئات اللي نقول ما بين ظفرين كانت مهنشة في وقت ما. الشيء الثاني أنه الأعمال هذه تتم في إطار جديد، ربما في بعض الدول الأفريقية خرجت من إطار أن الدولة هي تعمل كل شيء ودخلت في دي بروسيسوس مسارات لا مركزية وغيره، كيفنا احنا كما موجود في السنغال في أفريقيا الجنوبية في غيرها من الدول الكل، أنه الاتجاه أصبح يتم في إطار معناتها مسار لا مركزي، والمسار هذا يعطي معناتها كثير من الصلاحيات للبلديات والجماعات المحلية، وصلاحيات متعددة، صلاحيات تهم الصحة، تهم النقل، تهم البيئة خاصة، تم عديد من المحاور، واللي ربما الصلاحيات هذه فيها عمل كبير يستدعي أن يتم الطريقة ذات الكثافة العمالية اللي فيها الأطر متاعها كما كنت نذكر بكري
أنها تعتمد معناتها على الشفافية وتعتمد على المراقبة اللاصقة وتعتمد على كذلك معالجة مظاهر البطالة والفقر والتهميش. إذن هذا هو الهدف متاعنا، ويبقى ديما الهدف الأسمى ونقول هو تبادل التجارب، لأنه عديد الأشياء تصير في بلدان وصارت في تونس على عديد من التجارب في مثل هذه المناسبات، واللي نحن ما نعطيهمش قيمة برشا، وقاعدين يخلقوا في مواطن شغل كبيرة، مؤسسات صغيرة من العمل من خلال المواد الإنشائية اللي موجودة في الأماكن متاعها. كيفية تعميم هذه التجارب واستعمالها بين كل البلديات وكل الجهات، هذا الهدف الأولاني. الهدف الثاني زاد من هذا الملتقى هو أنه دعوة الممولين، هم كثر ممولين كما الاتحاد الأوروبي، كما الافدي الفرنسيس، كما البي ام زد الالمان، كما البي تي والاطر نتاعها وغيرهم، انهم يمولوا مثل هذه العمليات اللي هي معناتها مطلوبه جدا وخاصه في المناطق هذه. النقطه الاخيره هو انه وبكري بارمي لي زابريسياسيون الشيء اللي كان يفرح برشا هو انه حطينا ثلاثه لكن هم عديده وقت في النقاشات اللي قلنا لهم، أنه مثلا في أفريقيا الجنوبية مثل هذه الأعمال تمول عن طريق أفريقيا نفسها. دولة أفريقيا الجنوبية راح يقول القائل علاش ما تعتمدش على التمويلات الخارجية؟ صحيح هي تعتمد، ولكن تعطي الأهمية باش المواطن يحس أنه المشروع متاعه يتملكه. سي اون كيستيون دابروبرياسيون، مشاريع خاطر صغيرة ما فيهاش برشا فلوس ولكن فيها برشا متابعة ولصيقة دو بروكسيميتي، وهذا الهدف الأساسي. لأنه بناء اللامركزية إذا ما كانتش البلديات تشعر اللي عندها مواردها الذاتية وهي اللي اندبندونت مستقلة عقيلة من القرار المركزي في جزء من التمويل، تبقى ديما مربوطة بتحويلات الدولة، وهذا مش باهي. لا ديسنتراليزاسيون سي دافوار معناتها حرية في التمويل الذاتي متاعها، ومن هنا يكون معناتها تشريك المواطنين وتملك مثل هذه المشاريع. إذا هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه راهو العمل على المشاريع هذه مش بالضرورة أنه الدولة هي كي سانفستي، هناك أشكال وبقيناها اليوم في الكاميرون وكان شكل راقي جدا نحن نعمل عليه زاد في تونس، هو أنه مثل هذه المشاريع لازم تتم من خلال بعث وكالات خدمات أجونس ريجونال دي سيرفيس أوربان، وكالات جهوية للخدمات الحضارية. الشيء اللي ما تنجموش تعمله الدولة والشيء اللي ما تنجموش تعمله البلدية تنجم تعمله ما يسمى بالبارتنريا بوبليك بريفي، ولا البارتنريا ما بين البلديات نفسهم، يكون في إطار التشاركية مجموعة من البلديات يقوموا مع بعضها باش يعملوا منتزه ما بين بعضهم، يقوموا مع بعضهم باش يعملوا ان ترافاي دو كوليكت جمع الفضلات المنزلية، معناتها يخلي أنه التملك نتاع المشروع هذا ويخلي أنه المشروع هذا يتم بأقل كلفة، ولكن فيه مراقبة داخلية هي المجتمع نتاع المدني اللي تصير فيه العملية والبلدية هي نفسها. المسألة الثالثة والأخيرة وحاطينها في ليزابريساسيون، أنه إذا كان نقعدوا في الكلام كيما هكا ونقولوا افوار اون ديكلاراسيون إعلان باهي، لكن فو لانستيتيوناليزي، يلزم اعتمادها في جانب مؤسساتي. اليوم لقينا في الكاميرون يقول لك الصفقات نتاعنا في المشاريع الصغرى يلزم تتحط في القانون نتاعنا، ما تقعدش مسيبه كما احنا، يلزم معناتها التعقيدات نتاعها والكل يلزم تتوجد في القانون باش ما تقعدش كاينها معناتها دو كا وكا، وهذا معناتها زاد هام جدا. دونك هذاك علاش قلنا اليوم في 3 أيام هذوما اللي قعدنا فيهم ولا نهارين تعلمنا برشا من الدول الافريقيه، وكان تبادل تجارب والعمليه متواصله. مازالت نهارين اخرين باش يزوروا بعض المشاريع اللي موجوده في الشمال الغربي في تونس ولا غيرهم، وربما معناتها يقع التلاقح من جديد. وهكاك الهدف نتاعنا هو انه دول الكل افريقيا هذا الهدف الاني، ولكن الهدف اللي الون تيرم هو انه نعرفوا انه افريقيا هي وحده، وانه وسائل تطور بلادنا ماهيش مربوطه دائما بالشمال كهو، هي مربوطه بالشمال والجنوب. عندنا طاقات كبيره، عندنا كفاءات كبيره، وعندنا ناس قاعده تخدم كما هما موجود في دول افريقيا، طاقات كبيره وكفاءات كبيره. كيفاش يقع التلاقح بانجاز مشاريع بيد وافكار افريقيه
وإفريقيا هي معناتها قارة كبيرة، قارة جديدة طموحة، فيها كثير من الاستثمارات. والاستثمارات المثل الشعبي متاعنا يقول المال يماسي للسدرة الزيتونة أولى به. عندنا عديد من مكاتب الدراسات في أفريقيا، عندنا عديد من المؤسسات تخدم في أفريقيا، والعكس بالعكس، فلنعمل معا وإن شاء الله ربي ينجحنا. شكرا. أشكر السيد الوزير على هذه المداخلة. Donc je remercie Monsieur le ministre tunisien Mokhtar Hammami pour son intervention. Et on arrive à la clôture de la déclaration ministérielle de Tunis. Je vous remercie pour votre attention et pour votre participation et je vous invite pour le lunch break. Merci. Good evening, ladies and gentlemen. In our second panel of the first sessions, we have two special guests, who is Mr. Zuhair Al-Qadi, General Director of ITSEC, and Mr. Michael Liu Knesong, Manager Strengthen Project. The first presentation of this panel will be with Mr. Zuhair Al-Qadi. Merci. Je vais faire une présentation en français. Je veux commencer d'abord par remercier les organisateurs de cet événement et leur dire que je suis très honoré et c'est un privilège et c'est un honneur de me compter parmi vous aujourd'hui pour discuter d'une question qui me paraît assez importante, qui est la question de l'emploi d'une manière générale, mais quel serait l'impact des investissements en infrastructure sur l'emploi. Donc l'idée est de vous présenter cet après-midi la méthodologie, je dirais, utilisée en Tunisie pour mesurer l'impact des projets d'infrastructure sur l'emploi, mais également sur le PIB et sur les autres variables macroéconomiques. Donc l'objectif, si je veux dire, c'est comment évaluer aujourd'hui, quantifier l'impact direct, indirect et induit sur la production, l'emploi, les revenus, les recettes fiscales d'un projet d'investissement. C'est une évaluation exemptée, donc avant le début du projet, il s'agit d'évaluer à chaque fois qu'il y a un projet, qu'est-ce qui peut rapporter à l'économie en nombre d'emplois, en PIB, on va la rajouter, en recettes fiscales, etc. Donc, on a déjà fait cet exercice sur les investissements en infrastructure, exemple des routes, une centrale électrique, etc. Et donc, on essaye d'évaluer exempté qu'est-ce que ça crée comme emploi. Au niveau de la méthode, alors, les différents impacts, il y a l'impact direct. Donc, l'impact direct, il s'agit de l'impact en emploi, on va la rajouter directement créé, enfin, généré par le projet lui-même. Donc, si on crée une route, une autoroute, une centrale électrique, ça crée des emplois directs sur l'activité elle-même de cet investissement, mais il y a un impact indirect. L'impact indirect, c'est l'impact que tous les sous-traitants, toutes les entreprises qui vont fournir de la marchandise, qui vont fournir des services à ce projet, et donc c'est l'impact indirect, mais n'oublions pas, il y a un impact induit. L'impact induit, c'est que, qu'il soit direct ou indirect, ces entreprises vont employer des gens, et donc ils auront des salaires, ces salaires seront consommés dans l'économie, et donc ça crée encore une certaine dynamique dans la région où on trouve le projet. Et donc, des fois, selon le type de projet, l'impact indirect et l'impact induit est beaucoup plus important que l'impact direct du projet. Donc, on utilise une méthode très simple. Je vois que nous ne sommes pas tous il n'y a pas que des économistes ici, mais il y a des ingénieurs. Et donc, je vais essayer de parler un langage simple. C'est une méthode input-output, ou en français, les tableaux entrée-sortie. Donc, c'est une méthode quantitative développée déjà par l'INTENSITE. Elle est très utilisée dans les prévisions économiques. Elle permet l'estimation des répercussions, donc directes, indirectes et induites, sur l'ensemble du système économique, qu'entraîne une modification de la demande. Il y a la possibilité de combiner des valeurs monétaires,
mais avec des variables réelles. Elle est très riche, les tableaux entrée-sortie sont très riches donc en informations sectorielles et nécessitent des informations détaillées sur la demande, etc. Donc on fait des hypothèses sur ces tableaux-là. Production sectorielle complètement guidée par la demande, donc une offre limitée. Ça, c'est l'une des critiques qu'on peut apporter à ce type de modélisation. Et des rendements d'échelle constants à une fonction de production. Pour dire les choses simples, c'est qu'on considère que la technologie ne change pas. Donc, c'est vrai que les techniques de production ne changent pas durant 5 ou 6 ans. Et donc, c'est un peu une hypothèse forte, mais ça ne vient pas de moi, c'est l'INTF qui a présenté ça. Et aussi que les prix sont considérés constants. Donc, la présentation des tableaux entrée-sortie ou input-output, cette présentation, en fait, c'est la comptabilité nationale dans la quasi-totalité des structures statistiques des pays. C'est qu'ici, on n'invente rien, c'est d'une publication classique, ordinaire, de quasiment de tous les instituts de production statistique dans de nombreux pays qui produisent la comptabilité nationale, et en annexe de la comptabilité nationale, on retrouve souvent ces tableaux entrée-sortie. Donc, dans ces tableaux, on retrouve les tableaux de ressources produits, tableau des entrées intermédiaires, tableau des emplois final, et en bas, on retrouve le compte de production et le compte d'exploitation par branche. Pour encore dire les choses plus simples, de quoi s'agit-il dans les tableaux entrée-sortie? En gros, il nous montre ce tableau entrée-sortie, s'il a un produit, comment il est réparti ce produit dans l'économie. Est-ce qu'il va en consommation intermédiaire, en intrant dans d'autres industries, mais également il peut être dans la consommation finale. Si je prends à titre d'exemple, les produits, les tomates, on produit des tomates, mais ces tomates peuvent être comme un intrant dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, mais peuvent également, on le retrouve, une partie de ces tomates, on peut les retrouver dans la demande finale, en tant que dans la consommation privée des personnes. Et donc, ces tableaux nous montrent un peu tous les échanges intersectoriels, en intrant, mais également en consommation finale. Et donc, ça nous donne un peu de la structure et de la technologie qui existe dans chaque pays. Par la suite, on a l'architecture de ce modèle, en utilisant bien sûr les tableaux entrée-sortie. On a les dépenses d'un projet. Les dépenses d'un projet, on a une enveloppe, ça peut être 200 millions de dollars, ou 300, ou 600. Et donc, cette enveloppe, elle est répartie sectoriellement. Une fois qu'on a réparti cette enveloppe sectoriellement, cette enveloppe ou cette dépense, elle est considérée comme un investissement. Donc, elle rentre dans la demande finale comme un investissement. Et du coup, on a des effets directs sur la valeur ajoutée, parce que si on construit une autoroute, on va acheter du ciment, on va employer des gens, etc. Et donc ça, c'est l'impact direct du projet et qui a aussi un impact sur l'emploi. Pour l'impact indirect, donc tous les achats de sous-traitants qu'on va utiliser dans ce projet peuvent être comptabilisés comme un emploi indirect ou un impact indirect, mais par la suite, tous les salaires du projet qu'on distribue, qu'ils soient au niveau du entrée-sortie, il vous faut la ligne des salaires par le bas. Et il a fallu collecter des données concernant la répartition de l'enveloppe d'investissement, parce que des fois on nous dit, voilà, on veut mesurer l'impact d'un investissement qui coûte 200 millions de dollars, mais il faut bien qu'on sache sur les 200 millions de dollars ou les 400 millions de dollars, comment ils sont répartis, dans quel secteur ils vont être répartis. Ça, c'est une tâche très difficile. On utilise souvent les données de l'administration.
le ministère de l'Équipement ou d'autres ministères, connaissent, mieux que moi en tout cas, la répartition de cette enveloppe. Il faut, une fois qu'on a identifié cette enveloppe ou répartie par secteur, il faut la faire répartir par secteur pour qu'on puisse la retrouver dans les tableaux entrée-sortie. Et par la suite, il est nécessaire de déterminer un tableau entrée-sortie local, c'est-à-dire on élimine toute la partie importation. Parce que si on importe des choses, des fois, on fait encourager beaucoup plus les économies étrangères que l'économie locale, alors qu'on a besoin d'estimer ou d'évaluer l'impact sur l'économie locale et non pas sur toute l'économie mondiale. Donc, c'est des modèles fermés qui ne considèrent que l'économie nationale. Donc, il a été également, dans notre cas d'étude, il a été également nécessaire de calculer la productivité du travail par secteur. Donc, des élasticités. Parce que ce type de modèle nous donne l'impact sur la valeur ajoutée. C'est qu'un projet, combien il va nous permettre de créer de valeur ajoutée. Et par la suite, on a les valeurs ajoutées par secteur qu'on va faire le lien avec des élasticités emploi. Et du coup, on va pouvoir déterminer le nombre d'emplois créés. Donc, par la suite, les emplois créés sont répartis selon le niveau d'instruction, est-ce que c'est des cadres ou des non qualifiés, par tranche d'âge aussi. Donc, pour arriver au niveau des défis et contraintes inhérentes à l'application de ce type de modèle ou de type d'outils qu'on peut l'utiliser, c'est la disponibilité, comme je disais tout à l'heure, c'est la disponibilité des données sur la répartition des dépenses d'investissement. Il faut que cette enveloppe du projet lui-même soit bien répartie, en biens importés, en biens locaux également, et surtout selon la nomenclature retenue par la comptabilité nationale dans le pays. Régionaliser les TES, ça serait bien, mais c'est une tâche très difficile. C'est que des fois, on a besoin de voir quel est l'impact sur la région, une petite région dans un pays. Ça, il faut des TES régionalisés. Pour cela, franchement, il faut un appareil statistique très très développé, un système d'information très développé, chose qui est très rare dans nos pays. Donc, si je reviens à l'exercice, donc l'impact, les impacts, l'impact direct, donc c'est l'impact direct est mesuré à partir de la productivité emploi par rapport à la valeur ajoutée. L'impact indirect, il est estimé à partir du modèle input-output fermé. Et l'impact induit, c'est l'impact induit estimé à partir du modèle input-output, mais fermé par rapport à la consommation des ménages. Maintenant, peut-être que je parlais trop technique, je vais essayer de faire un peu simple maintenant. Si on prend le cas d'un projet de voirie prioritaire en Tunisie, le coût de ce projet était de 415 millions de dinars, à peu près 221 millions d'euros. Donc les importations représentent environ 25% de l'enveloppe d'investissement, on les a éliminées. Et donc on a ventilé cette enveloppe d'investissement par secteur. Et on trouve que, en gros, c'est le secteur des matériaux de construction céramique et verre qui accapare quand même la part la plus importante, 67%. Par la suite, 14% pour le bâtiment et génie civil. Et arrive par la suite 5%, 6% et 5% pour commerce, entretien, transport et autres secteurs. Ça, si on prend n'importe quel projet. Donc, une fois qu'on connaît l'enveloppe d'investissement, on élimine la partie importation, il nous reste tout le reste qu'on va dépenser dans l'économie tunisienne ou autre économie. Et donc, il faut savoir répartir cette enveloppe d'investissement. Donc, on a mesuré l'impact de ce projet-là, qui est à côté de 121 millions d'euros. Il rapporte 110 millions de dinars en termes de production, 5400 postes d'emploi et 40 millions de dinars en termes de revenus et 10 millions de dinars au niveau des taxes pour l'État. Par secteur, alors si on répartit ces emplois par secteur, on a 52% des emplois créés sont concentrés dans le secteur des matériaux de construction, ce qui est très logique parce que essentiellement c'est un projet qui consomme beaucoup de matériaux de construction. Et 27% le reste dans le secteur du bâtiment et génie civil. Par niveau d'instruction, 60% des emplois créés, des 5400, sont de faible qualification, ce qui est aussi très logique,
dans la mesure où le secteur de la construction est, de par sa nature, emploie souvent des personnes à faible qualification. Par tranche d'âge, des emplois créés touchent aussi bien les jeunes, 30% pour les 20-29 ans, et les moins jeunes, 52% pour ceux qui ont pour la tranche d'âge 30-49 ans. Alors, l'impact indirect. Donc, au niveau de la production, c'est à peu près toujours les mêmes chiffres. Donc, 110 millions de dinars pour la production, 5400 toujours en emploi indirect, et revenus 40 et 10 pour les taxes. Donc, 52% des emplois créés sont concentrés toujours dans le secteur matériaux de construction, vu que ce sont des fournisseurs qui vont fournir ce projet, 27% dans le secteur bâtiment et génie civil. Idem ici, on a 60% des emplois créés sont à faible qualification. Et de la même manière, un peu au niveau par la tranche d'âge, c'est à peu près on garde la même structure. Ce qui va changer un peu, c'est au niveau de l'impact induit. Donc l'impact induit, on s'est dit, je rappelle, ce sont des gens qui vont recevoir des salaires et qui vont dépenser leurs salaires dans l'économie. Et donc, au niveau de la production, on a 70 millions de dinars de plus et on a 1800 emplois induits qui sont dus à ce projet-là. 25 millions de dinars en termes de revenus et 8 millions de dinars au niveau des taxes. Alors maintenant, ça va changer un peu par secteur. 37% des emplois indirects sont concentrés dans le secteur matériaux de construction, céramique et verre. Par niveau d'instruction, 60% des emplois créés sont des emplois non qualifiés. L'impact indirect ou induit offrira également des postes pour ceux qui ont un niveau secondaire. Par structure d'âge, la structure également reste plus ou moins identique. Je ne sais pas pourquoi. Non, je vais juste revenir. Au niveau de l'impact total, si vous voulez, donc on a au niveau de la production, il y a 110 emplois, 110 directs, 100 millions de dinars, 70 indirects et 30 induits, ça fait 210 au total. Et pour l'emploi, ça fait 8500 postes d'emploi créés. Pour le revenu de l'État, en termes revenu des personnes, c'est 75 millions de dinars, mais l'État également récupérera à peu près 22 millions de dinars. Et vous voyez un effet multiplicateur aussi bien au niveau du T1 qui est assez élevé, également au niveau du multiplicateur des T2, c'est-à-dire de combien la vitesse avec laquelle ce projet peut créer cette valeur ajoutée ou ce nombre d'emplois. Je crois que j'ai fini, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Thank you to Mr. Zuhair for this presentation. And now, please, dear audience, take in consideration to write your questions. After the second presentation, we will start the debate. And now, please, your attention to the video. Job creation is an increasing political priority worldwide. Every year, millions of people enter the labor market. They need work to maintain their livelihoods, their homes, their families. And for many, work is the only path to a brighter future. Nowhere is this challenge more acute than in developing economies, where economic growth may not create enough jobs to absorb the increase in people entering the labor market. To achieve Sustainable Development Goal 8 on decent work for all, developing economies will also need to face the employment challenges brought on by changes in trade and technology. This will require the engagement of stakeholders that usually are less concerned than ILO constituents with employment, like ministries of trade, finance, industry, infrastructure and agriculture, export promotion agencies, and development boards. The joint EU-ILO Strengthen project was launched in 2014 to help developing countries address their employment challenges using a sectoral and trade lens. Strengthen was designed to do what its name implies, strengthen the capabilities of country partners to analyze and forge sector and trade policies and programs for the creation of more and better jobs. It had two components. One, to help build capacity to enhance the positive impact of sector policies and programs on employment,
And 2, to promote policies that would help developing countries harness international trade to provide more opportunities for decent work and increase the number of productively employed workers. C'est comme pour tous les pays en voie de développement, il y a toujours un taux de chômage qui est donc un peu élevé. On essaie de le réduire par tous les moyens. Et avec le projet, avec le BIT, donc c'était une occasion, donc au moins donc par une certaine dimension, de réduire ce taux de chômage. The project worked in 9 countries and focused on export-oriented sectors as well as construction and infrastructure sectors. The goal was to develop methodologies for different economic sectors. The strengthening, it's come in to give us a clear understanding of what we should be looking at when we say we are creating jobs, we are getting people employed. We need to look at the numbers. We need to take data as a serious business so that we would be able to relate data, information with policy. Le projet intervient pour nous aider à mettre en place un dispositif d'évaluation d'impact, surtout au niveau des projets d'infrastructure. Nous, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir capter effectivement la création d'emplois, le nombre d'emplois créés. Y el proyecto vient nous donner un outil. Creo que el proyecto también nos plantea un reto de analizar mejor los datos que tenemos, poder ver las perspectivas de los diferentes sectores, cómo impacta cómo un sector se ve afectado de manera positiva en el empleo con otro sector. With the technical knowledge that we have so far gained from the Strengthen project, we hope that this can lead to appropriate policies that will institutionalize this kind of whole of government approach, whole of society approach, and make sure that trade really facilitates the expansion of our economy and the creation of decent work for our countrymen. I believe that the capacities that we gain from it will be replicated in our various institutions and the agencies that are under us, so that employment data will be more accurate, employment data will be shared widely, then you know what we are really doing on the ground. Como el objetivo del proyecto era fortalecer las capacidades, con representantes de instituciones y también de organizaciones de trabajadores y empleadores, de evaluar el impacto del empleo en las políticas sectoriales, coincidió con una iniciativa del Ministerio de Trabajo de formular una política nacional de empleo que fuera de carácter interinstitucional. The project was instrumental in promoting collaboration between key ministries and sectors and making job creation the central focus for coordinated action. The Strengthen project, it gave us a venue to discuss. It allowed us to create a network by which all the different government agencies came together along with the different stakeholders in society, and we discussed how we could be able to generate more jobs and better jobs, decent jobs, and come up with really good policies aligned with one another. We are working together, all of the team, because now even the country has a target of creating 1,500,000 decent jobs. So it is a very big target that one entity cannot implement himself. So jointly, it is not a matter of government now, but it is the matter of all of these actors. So we work together toward that target. Today, Strengthen is concluding its work, but its legacy lives on. Before the project, we did not know about job generation. We do not know which products will do good in export. What has changed is really our capacity in computing employment generation and other things, that what products are we going to decide to engage or to do business with. The project has created an awareness and a drive to mainstream job creation as a key objective in trade and sectoral policies. Hablar un poco de cómo estaba a cómo está hoy, podemos decir que ha habido un avance. Sin embargo, las políticas de empleo hace falta seguir generando nuevas políticas que en realidad se enmarquen en la realidad de los trabajadores. The good thing is that the political will is there,
The ministry is also ever ready, looking for how to implement this employment policy. Is coming readily as a tool that can help towards the implementation of the national employment policy. With the right mix of political will and policy, the Strengthen Project will hopefully continue to help developing countries achieve full and productive employment. The word is to Mr. Michael Liu King Song, Manager Strengthen Project. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Let me just switch this off. It's a pleasure to be here, and I will continue from the first presentation as well as the video, and talk a little bit more specifically about what we did in the project, focusing more on the infrastructure part. As you saw, the project covers a lot of sectors, but I'll zoom in a little bit on the infrastructure work we did specifically in Rwanda and Ghana. But I also link a little bit more, so I'm not going to talk too much about the technical side, which has been covered about how these assessments were done, and we use the same methodologies in Ghana and Rwanda, but I'll also try and link a little bit how these findings can be linked back to policy and how we can use these to improve our policies. So we know all about or we are all here, everybody, I don't need to talk to people in this room about the importance between employment and infrastructure. Although we do know that in many cases, employment is not the only or the sole objective of infrastructure. We don't build a road to create jobs, we build a road to facilitate transport. But in the process, we can create more jobs, and if we think about how we build a road and where we build the road, we can have impact on employment. So it's often one of the objectives, and to make that an objectives and then set targets and to be able to incorporate it into policy, we need to have a sense how this investment will impact on employment, and that's really the idea behind employment impacts assessment. So we try to answer the questions like, how do we identify employment-intensive sectors, those with high multiplier effects, those would allow for participation of the poor to make them economically active? How do we know if a policy or a project will enhance employment creation? How do we estimate the numbers of jobs, which was shown earlier? But also what kind of jobs, or for who, which is also the case. Is it youth? Is it women who will benefit from these jobs? And this studies, these employment impact assessments help to answer these types of questions. And the case we're trying to make with the project is that this should be an integral part not only of employment policy making, but also of sectoral and trade policy making. So it's not only the ministries of labor or employment who should be worried about jobs, but we should also work with our counterparts in Ministry of Trade or Ministry of Infrastructure to say, you also have influence on jobs. And this is a mechanism to help you quantify this. It's also important to think a little bit about how we can use these results at different levels. So one is to look at it more at the sectoral portfolio level. So what sector should one invest in? If a country tries to attract investment, what sector should it invest in? Attract investment in agriculture or investment in manufacturing? How will that have different impacts on employment? But even within infrastructure, is it in housing, or is it in roads, or is it in energy? And $1 million invested in energy is completely different from $1 million invested in roads in terms of the employment effects. So trying to think in the portfolio level. It can also support decision making at the project level. So what are the specific projects we want to invest in? How do we choose between projects based on best employment outcomes? Can we redesign projects to optimize employment outcomes? Can we include employment targets in projects? Can we say, for this project, we expect so many jobs to be created, and we expect ministries or agencies to report back on these numbers of employment? And then, of course, there's also the level of monitoring and reporting, because we all know that if we include targets, if we include objectives and policies, then we need to be able to monitor and report back
on whether we have achieved these targets, and be able to do that. If we say we're going to create jobs, then we need to be able to report back and say we have created a number of jobs. So I hope this diagram is readable, but I think this then applies to how we think about it in terms of infrastructure investment. So I think that as was explained earlier, the first mechanism say, okay, we increase on the left, we increase infrastructure investments, right? So that's the first. Now, when we do that, how does it impact on employment? Well, it doesn't happen automatically. The first part we get is we have on the left, we get increased output of the construction sector. And it's in the process of increased output of the construction sector, oops, sorry, that more people are hired in the construction sector. And then we get the orange box, so the direct effect, more people working in construction. But when we increase the output of the construction sector, we also buy more outputs from the rest of the economy. And the people have to produce more bricks of cement. And in that process, those people, more people are employed in those sectors. And then we get the indirect employment effects with the orange box on the top, which was also alluded to the previous speaker. And then the third employment effect is the one on the left and the bottom, which is the induced effect, which is those people, additional people employed, or those companies making additional profit. They spend money again and they buy consumption. If you earn more money, you make your house bigger, and so you buy more products again, and that's the third effect, the induced effect. But in addition to that, there's another element, which is the yellow box, which deals with the qualitative part. So apart from influencing the number of jobs, we can also have influence on the quality of jobs, especially those in the construction sector itself, by ensuring that the right norms and standards are applied on the projects that government finances. So that's kind of the yellow box, and by having that, we impact on the direct employment through improved wages or adherence to the minimum wage, etc. So that's kind of the third box. Now the tools we have really to influence these outcomes are really four. So in the first instance, we have procurement. And the procurement strategy of government is important in terms of deciding, for instance, are we going to use small contractors or large contractors? Are we going to use local contractors or external contractors? And this is the first level of influence government has in terms of influencing employment outcomes. It's in the procurement. The second really is around local content. Because if we say we are going to ensure that products have a higher local content, we're going to have a larger indirect effect, because we're going to buy more stuff locally, and this is going to have another mechanism for increasing employment. The third one is in the construction process, and this is what a lot of this conference is about the use of more labor-intensive methods. And this is a technology choice. Are we going to use only equipment? Are we going to employ more people and use less capital in the construction process? And through that mechanism, we influence, again, the employment outcomes, which then trickles through also into the other effects. And the fourth mechanism really we have is on the qualitative side, is ensuring that the right labor standards and requirements are incorporated into the project, which again, as a government, as a client, we have the right to demand or ensure that workers are paid minimum wage, there's minimum levels of occupational health and safety that's on site, etc. And this is then a mechanism to perhaps not create more jobs, but to create better quality jobs. So this is then these are really the four mechanisms that, so I've captured them here briefly. I'm not going to go into detail, but I think it's important to you to think of these four, and also how employment impact assessments can help us to say, okay, what are the levers, what are the mechanisms that we can use as government to influence, and are we using these four mechanisms sufficiently and optimally, and can we improve to try and improve the employment outcomes of infrastructure investments. Now I'm going to talk the methodology to some extent for the indirect and induced effects is the same as was used in Tunisia, so I'm not going to explain it in more detail. The details are perhaps slightly different. In some cases, we go into more detail on the specific projects if they're ongoing, and study the direct effects in a bit more detail as we did in Ghana. But I'm going to swap over to the results then. So first, I'll talk a little about Ghana, where we looked at social housing in Ghana. These are
some pictures of the project that we looked at. And here, if we start then with the policy framework in Ghana, that both the President in his State of the Nation address in 2017 really introduced this notion of a deliberate and conscious assessment of the impact on jobs to encourage wise public spending and improve the lives of people, communities, and business. So the President set the tone, say he wants to know what impact government investment is having on jobs. And then the Ministry of Finance then elaborated further on this and indicated that they would like all public sector budgets, whether executed by public or private sector, must go in job impact assessment to evaluate the potential job creation impact, so that the government can show the impact they're having on employment. So the project then tried to help respond to this call by the President and Minister of Finance to help introduce some measures to do that. So with the project committee in the country, in Ghana, we decided to look at social housing, because currently the social housing policies did not have a strong emphasis on employment. It had a strong emphasis on delivering on the social housing. But it was seen as a sector that the government spends a lot of money in. As you can see, this was projected to spend almost $1 billion in the 3-year period on social housing. And so there was a strong interest to understand how that would impact on employment. So then we looked at a specific project, this Kopone Phase 2 social housing project, which is in the outskirts of Accra. This gives you a little bit of information. It's kind of urban, it's 24 buildings, 280 housing units. And so we did a quite detailed analysis also what was happening in terms of what are the types of workers that we see on site. And as you can see, which is somewhat surprising to us even, was that more than half the workers, for instance, were unskilled workers. And so if you expand this sector, if job creation for unskilled workers is a priority, that's a good thing because you're able to absorb a lot of unskilled workers or low-skilled workers into this sector. If on the other hand, it's job creation for high-skilled workers that you're concerned on, then perhaps this sector is not the one to put too much emphasis on. And so some of the findings we had was about a third of the project, 29%, was paid out to, of each dollar spent, about 29 cents was paid out in wages. And even though the unskilled labor, we found that the wages were relatively high, which was kind of interesting. It was a lot higher than the minimum wage that people were earning, which made us also think that even though they're low-skilled, the workers are relatively productive, because if they're not productive, it's very difficult to justify paying high wages. We also found 0 female employment on the project on site, which our panel from the morning would say that's really unacceptable. And I'll come back to this point about how policies then influence this type of outcomes, but this was one of the findings. And we also found that actually officially a lot of the work on the project, even though it's really informal work in terms of there's no social security benefits, very limited, at least according to the definition used in Ghana for informal work. No access to leave, et cetera, which are conditions that must be in place for work to be formal. We also then, what we did is we used a slightly different approach here, but we looked at the multipliers for social housing and compared them with the construction sector, and also at the employment output for the two, and we found that for the social housing that it differed quite substantially from the construction sector on average, that it had a higher multiplier. At the same time, it had a higher labor intensity as well. So if you said, I'm going to spend more money in construction, the point is you need to be more specific about what sector in construction you are spending on, because the outcomes are quite different. So these were some of the figures for the project. Apart from the 1,100 direct jobs created on the project, there were about 775 indirect jobs and another 1,800 induced jobs. And here we excluded actually jobs in agriculture and wholesale and retail, because these are very often very informal and very low productivity jobs. So it's just to give a sense of the employment. Maybe the easier way is to say for every direct job in construction, you had about 2.3 indirect and induced jobs that are created in the rest of the Ghanaian economy. And then if you then extrapolate this, and there's
to the sector as a whole in terms of government spending, then you could get some figures about how many jobs the government, through its spending and investment in social housing, is creating annually. The figure we use are full-time equivalents, which is it's really based on the number of hours and number of days worked. So it's converting hours of work into the equivalent that you would work in a full year. So it's not slightly different from a job, which when we say job, we usually think of the individual having a job, but this is the number of hours to create a full-time job that's created. Now, that may be allocated in different ways. You may have two persons working half the time or one guy working full-time. So that depends how the labor market works. But it's the demand for employment that we measure. So some recommendations that came out in terms of the importance of the construction sector to allow low-skilled workers to move into a more productive sector. I think when we talk about economists talk about structural transformation, an important part of that is moving workers from low productivity sectors where they're not very productive into higher productivity sectors, and shifting workers into the construction sector from agriculture actually is making them more productive in the process. So that's an important. I think one was that the government uses its contract power to address some of the deficits on site in terms of informality and social security and occupational health and safety. And that the social housing was a very labor-intensive sector. And so government should recognize that in its policies. The social housing policies should recognize that as well and be sure that they are maximizing the employment outcomes, and that the government can use direct investments or policies to incentivize housing to generate employment. So through its direct investment, but also by incentivizing or supporting even the private sector to invest in housing, they will have a large effect on employment in Ghana. Then in Rwanda, we looked at the road sector and really a lot of the feeder roads sector. So in Ghana, there's on the one hand, there's from the employment side, the policy goal to create 200,000 of farm jobs per year. And at the same time, there's the feeder road strategy, a policy and strategy that was adopted, which aims to improve the road network in Rwanda. And it estimates it require upgrading of 30,000 kilometers of feeder roads. So the National Feeder Road Strategy was launched, and it estimated also how much money would need to be invested annually in feeder roads, about 73 million, to achieve the goals of the feeder road strategy. And inside the road strategy, so in this case, the feeder road strategy recognized its impact on employment. And inside the road strategy, there was a specific mention of employment, that there are many underemployed farmers in Rwanda, and that using HIMO in the rural areas could support those underemployed farmers to also enter into employment. And this is borne out also by the national statistics, where there's a lot of not so much unemployment, but really underemployment in rural areas in Rwanda is quite high, and so there's a lot of people who are not working as much as they would like. So this approach could respond to that. So we then set out to see, well, what would the employment impact be if this feeder road strategy was implemented? Because it had an objective, but it didn't really have the targets. In the meantime, maybe also what I wanted to highlight is that also from a policy side, the national employment policy was adopted in Rwanda in 2019. And it made two specific things which also relate back to this discussion about employment impact assessments. One is to have explicit indicators and targets for different sectors of the economy. But how do you put indicators and targets if you don't know how many jobs these sectors can create? And to know how many jobs they need to create, you need to do some kind of assessments. So these requirements are now in the policy, which is really fantastic. And the point there is these assessments can help with quantifying some of these objectives and putting some numbers to them. So for the results, so for the feeder road construction, we found that there is
use of both labor-intensive and capital-intensive methods in the feeder road construction in Ghana. And so depending on what you use, if you use mostly capital-intensive approaches, it was about 350 full-time equivalent, 350 jobs per $1 million invested. While if you used HIMO, you could go up to 850 jobs per $1 million invested. So it's a big difference. The main difference, though, we found is in the direct. The indirect and induced job creation was not such a big difference. It's really on-site that you can employ a lot more people by using HIMO. We compared that also with the construction sector as a whole. And so the construction sector as a whole in Rwanda was found to be quite labor intensive. You can see it was about 550 jobs per $1 million invested in construction. And then roughly for construction in Rwanda, for every job in construction, you have one additional job created in the rest of the economy. So if we then say, okay, if we apply this to the feeder road strategy, so then really the feeder road strategy, depending how it's implemented, could contribute between 10 to 24,000 additional farm jobs in Rwanda. So if more labor-intensive approaches would be used, you would get closer to the 24. If you stick to capital-intensive, it will be closer to the 10. But this is significant because it's, at least on an annual basis, between 5 and 12% of the target of 200,000 jobs that are to be created annually that has been set. And it represents almost 4% of all off-farm employment in Rwanda, considering that in Rwanda, still the largest segment of the population is involved in agriculture, and one of the important shifts the government wants to make is to shift employment out of agriculture into more productive sectors of the economy. So the significance in terms of the local context, low unemployment but high underemployment, so in terms of hours worked. So here is a mechanism that can respond to that. We found the wage rate also in construction in rural areas is higher than the wage rate on farms, 20 to 30% higher. So not only not only are they underemployed, but if they're working in construction, they actually earn more than if they took up work in agriculture as well, so which is also positive. And so there's opportunities to shift into more productive sector, even if temporarily, even if it's not permanent. If a lot of people continuously have an opportunity to work in construction, then you have an aggregate effect of a lot of people being more productive and earning better, and you have a effect on the economy as a whole. So some of the recommendations that came out, I think one thing we found in Rwanda is that the construction sector as a whole, of course, is public and private, and so there has been a lot of fluctuation in terms of private investment, and that the government could try and play into that. Because one thing that's not positive for the construction sector, if it goes up and down, is that companies contract, and then they grow again and they contract, and government could try and play a stabilizing role, which would help the construction sector be more stable. Of course, I think increasing the use of labor-intensive methods, which is being employed, but it could be used even further. That the feeder road strategy, which now has objectives in terms of employment, could actually also have targets in terms of employment to say, we are going to create so many jobs. And that also that other sector policies, on the other hand, follow the example of the road strategy to say, we realize as a sector or as a part of government, we have influence on employment, and we will include employment objectives in our overall policies. So this is quickly a comparison of the two. Now, the main reason why in Rwanda it's a lot higher is that the wages are lower in Rwanda than in Ghana. So if I have $1 million, I can employ more people because their wages are lower. So you have a higher employment effect. So one has to take that into account. And so it's not a like-for-like comparison in that sense, but you can see that this is one of the measures and indicators we like to use to compare. And finally, then going back to the first point to say, okay, well, based on that assessment, what can we say about the strategies that we have to increase employment? So then if we look at Ghana first, so on the procurement side, I think we saw there was scope for improvement because there was no deliberate strategy in the procurement
to deal with employment. So there could be a stronger strategy from government side to strengthen using the procurement. For instance, the question of employment of women is something that can be incorporated in the procurement process and say, well, we expect contractors to employ a certain share of women and make that a contractual obligation. So that was kind of underutilized. The use of labor-intensive methods, in general, we found the sector to be quite labor-intensive, and it would be hard to increase that. In terms of local content, also, we found fairly high rate of local content, and would be maybe more difficult to do that. And then in terms of labor standards and requirements, here again, the part of youth, but also including other measures to improve formalization of the sector. The government could use that mechanism to improve that further. On the side of the Rwanda and the feeder roads, so the feeder roads already, in terms of procurement, has that strategy incorporated. In terms of use of labor-intensive methods, as a policy is there, the intention is there, but it could be increased further. It is not applied as universally as it could. For the local content, also, we found pretty high multiplier. And I think on the labor standards and requirements, we found fairly good targeting measures. For instance, there was high rate of women employment, but there was also some room for improvement, maybe on occupational health and safety. Of course, these projects are also different from that perspective in the sense that the Ghanaian project was in an urban area, so part of the improving the work is also are you doing better than what's going around you? You know, while in a rural areas, the standards overall are lower, so it may be more difficult to jump to meet all your requirements in one go. So the comparison should also take account the rural and urban dynamic of the two projects. And that's it for me. Thank you very much. Donc, je remercie les deux invités, nos très chers invités, Monsieur Michael, le Project Manager of Strengthen, pour la présentation Strengthen Projects Employment Impact Assessment of Infrastructures, Investment Approaches and Results from Rwanda and Ghana. Et aussi, je tiens à remercier Monsieur Zouhaïr El-Qadi, le directeur général de l'ITSEC, pour la présentation, analyse et des effets de l'emploi dans la présentation des plans d'investissement régionaux en Tunisie. Et donc, on commence maintenant la session des questions. Donc, si jamais vous avez des questions, brièvement, pour nos invités, pour la première et la deuxième présentation. Est-ce que vous avez un feedback ou un commentaire à partager avec nous? Ce n'est pas la peine d'avoir une question plus précise ou même un feedback que vous vouliez partager avec l'audience et la plénière. Oui, oui, monsieur. Thank you very much. And I wish to thank the two presenters for the informative presentations. My question goes to the last presenter, and specifically to the case study for Rwanda. In I think one of the objectives of the project, the feeder road project, as stated it, was to provide off-farm employment to, for rural dwellers in Rwanda. But then, one of the findings, I think, was that there was underemployment, okay? So I'm trying to understand if the objective was to provide off-farm employment, then it means, in addition to the farming activities, people were given an opportunity to participate in the feeder roads program. So if the finding was that there was underemployment, does that mean the objective of the project was not met? And if so, what sort of underemployment what type of underemployment was referred to? Was it time-related underemployment or, in another type of underemployment?
Maybe just a reaction to those. Thank you. So the question goes to Mr. Michael. What kind of and types of equipment? This is it. The last presenter. Thank you. Mm-hmm. Should I respond? Yes, okay. yes, please. Yes, okay. So the underemployment we refer to here is really time-related underemployment. I think according to the last figures we had, it was about, in agriculture, around 25 to 26 hours worked per week in Rwanda. So there's a lot of time that people have, on average, to work additionally. So the project aimed to, in terms of addressing underemployment, to provide additional hours of work to people in rural areas through working on road projects to increase the hours they could work per week on average, and so increase their income. So that's what we didn't measure is how many additional hours each worker had, but I think so when I say there's underemployment, that was the kind of based on national statistics on average. A lot of, in agriculture, there's a lot of underemployment, time related. Mm-hmm. Any other questions? D'autres questions qui concernent la première présentation peut-être? Au fond. Oui, madame. Oui, bonjour. Pour les deux interlocuteurs, mais aussi peut-être pour d'autres personnes dans la salle, je voudrais savoir si, parce qu'on voit, les présentations sont très intéressantes sur l'impact de l'emploi pendant les projets d'investissement, mais est-ce qu'il y a des études post-chantier? On voit toutes les dynamiques d'accompagnement qui sont faites avec les personnes qui sont sur les chantiers en termes de formation, etc., d'entrepreneuriat. À 3 ans après les chantiers, est-ce qu'il y a des études qui sont réalisées sur l'impact en termes d'emploi durable? D'accord, merci, c'est clair. Donc on commence avec vous, Monsieur Jad Boubaker. Est-ce qu'il y a des études? Oui, merci donc, pour cette question. Je m'attendais en fait à cette question. Et donc, c'est vrai que la difficulté dans ce type de modèle, c'est que on ne sait pas très bien, ça reste un peu théorique pour beaucoup de personnes. Ils se disent, bon, est-ce qu'à la fin, on réalise ce qui a été prédit par ces modèles ou pas? Et en gros, on s'est posé beaucoup cette question. Et donc, on a mené pour le même projet des voiries prioritaires une enquête post-projet. Et pour être très honnête, il y a eu, on n'était pas très loin de ces chiffres-là, un peu légèrement en dessous au niveau de l'emploi, etc., mais relativement pas aussi loin que ça. Donc ça prouve un peu l'efficacité, je dirais pas l'efficacité, mais ça reste quand même, c'est des ordres de grandeur. En gros, c'est pas au chiffre près qu'on va dire qu'il y a vraiment 1800 emplois créés, je n'allais pas dire jusque-là, mais vraiment, c'est des ordres de grandeur. Ça permet au gouvernement, aux politiciens, de faire un arbitrage entre deux projets, de choisir quel est le projet qui permet plus d'emplois, qui permet plus de revenus, etc. Et donc, ça donne un peu une idée sur la prise de décision, mais pas vraiment au chiffre près au niveau d'emploi. On a mené une enquête sur le même projet. Ça donne à peu près, mais relativement un peu en dessous de ces chiffres qui étaient prédits par le modèle. J'allais juste peut-être ajouter juste 2 mots, c'est qu'il y a d'autres types de modèles qui peuvent permettre aussi l'évaluation exemptée. Notamment, j'ai pensé beaucoup, il y a d'autres pays qui utilisent la méthode coût-bénéfice, Cost-Benefit Analysis, et ça c'est aussi un autre outil ou une autre méthode qui permet également d'évaluer ce type de projet. Donc, en gros, pour conclure, ça donne une idée, un ordre de grandeur, mais pas vraiment au chiffre près. D'accord. On passe à Monsieur Michael, votre partie de la question. Y a-t-il des études? Yes, thank you for the question. I mean, we've also tried to look at this question in different ways, and there are, I mean, at first it's important to distinguish the long-term effects in terms of the effects of the infrastructure itself on the labor market. So an example is if you invest in energy, maybe you bring electricity to a region where there was no electricity. This can have impacts on employment. It has nothing to do with constructing the energy. It's the availability of electricity. But the problem is this can go both ways, of course. Somebody can say, okay, now I can buy a motor to run to do some activities, and I don't need to employ people to do it, so it's a negative effect.
But of course, some people say, now there's energy, I can start a business here, and I can hire people in my business, so it's a positive effect. And then for each sector, these questions are kind of different. If you build a road, it's different. If you bring water, it's a different type of question. So it becomes a very complex exercise to look at that. But I think the work has been done, and we've been trying to look at it in some countries. The other side is, what are the long-term impacts on people who have worked on the projects, which also comes up. Did people gain skills? Did the small businesses that you established, did they continue? Do they continue, do you have contractors who are able to find work outside after this? So that's a different, there's a different stream again. And again, there's work done in that, and also but a lot of these things are also very context specific. So there was a survey done about small contractors by the ILO in many countries, and we found that many are able to continue, but often if the procurement strategy of the government is not aligned and they don't make it very difficult for small contractors to get work, then it's very difficult for them to sustain themselves, and then it's hard to blame what is the problem. So I think it's definitely important, but it's a very large body of work, and I think here on the direct and during construction, I think there are established ways, and it's an approach that's kind of affordable and can be done more widely, while those long-term effects are usually much more costly also to do these studies, and so it's more difficult to answer the question. Mm-hmm. Merci pour cette réponse détaillée. Y a-t-il d'autres questions par rapport à la première et la deuxième présentation? Oui, monsieur. Oui, bonjour, je vais m'exprimer en français. Donc tout d'abord pour féliciter les participants pour leur très très bonne et claire exposé. Alors ma question s'adresse à la deuxième présentation. Je voudrais savoir si vous avez des mécanismes d'épargne, c'est-à-dire que lorsque vous octroyez une compensation financière aux travailleurs, est-ce que vous percevez un pourcentage, par exemple 30%, qui sera reversé à la fin de l'ouvrage, pour en fait permettre aux travailleurs d'avoir de côté une épargne qui leur permettra par la suite de lancer leur propre entreprise ou de former des coopératives pour le suivi et l'entretien des infrastructures qui viennent d'être construites. Donc en fait, sur le long terme, est-ce que vous avez un tel mécanisme, et si oui, pourriez-vous le décrire? Voilà, merci. Merci à vous. La question, c'est pour vous, Monsieur Michael. Thank you. I think there are a few questions there, but I think one is to be clear that the projects we looked at are not ILO projects that we implement. They were projects that were identified by the government for us to assess. So those, we didn't design the projects to put in something like that, because they were not our projects. So actually, in Ghana, I'm quite certain there wasn't something like that in place, because it was a very commercial contract. With a commercial contractor, he was just trying to deliver. I'm not sure in Rwanda, but we have some colleagues in Rwanda who maybe know about this and could help answer that question. Yeah, we can have feedback. You just have to press the yellow. Yeah. Thank you. Mike, I just want to give some clarifications on how the Feed the Road project has worked in Rwanda. One, yes, there is an amount that was not spent, and it was saved to be spent after the project for the maintenance of the roads, and tasks to be done by the communities. Of course, it is saved in the district, the local authority, so that in case the road is destroyed or has some maintenance requirements, the local people will continue to do the maintenance. Concerning the underemployment that people have said, the project was implemented in a way that almost 70% of the project is spent in labor force. But because it was governed by the local authorities, they did not give 100% of the wages. They gave only 70% of the wages, and the 30% it was kept. It was like a forced saving that was given in the high season for fertilizers and other
agricultural requirements. So you understand there is a complementarity between the feeder roads and agriculture productivity, which reduces, of course, the underemployment, because they came in low season, and in high season, they already get the 30% of saving that is used to continue the agricultural activities. It reduces unemployment in the agriculture sector, and it helps, of course, employment in the raw season for those people in agriculture. And of course, you understand, it has affected the reduction of poverty. The criteria, in Rwanda, there is a process, there is a system of classifying people by levels of vulnerability to poverty, class 1 to 4. So the first two classes, it was a requirement. If you are not in the class 1 or 2, you could not get access to those jobs. So it was specific to the vulnerable people and mostly women. So I think that's how the federal has worked, and we have seen its very huge contribution both to employment and even the effect to other sector. Though it was in infrastructure, but it had an impact in agriculture sector especially, and it has contributed to the reduction of extreme poverty as well. That's how the Federal Project has worked, and that's how it touches the unemployment mostly for those vulnerable people. Thank you for the detailed answer. Ma question pour les panélistes, s'ils ont quelque chose à ajouter par rapport à la présentation, ou bien s'il y a encore des questions que vous voulez poser, ou bien évidemment des feedbacks ou un commentaire à partager avec l'audience. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour la participation. Et je tiens à vous informer qu'on va prendre une petite pause de 30 minutes pour la pause café. Et puis, on va enchaîner avec la deuxième partie. Donc, la partie ELI et son usage dans la prise en compte de l'emploi, dans la planification et les processus de prise de décision. Le modérateur sera le directeur du BIT en Tunisie, Monsieur Halim Hamzaoui. Et les panélistes aussi. Il y aura le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Tunisie, le secrétaire permanent de la fonction publique et du travail de Rwanda, le ministre adjoint de l'Emploi et bien-être de Ghana. Donc je vous remercie pour votre attention et on se voit dans 30 minutes. Merci. Excusez-moi, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas toujours fait l'inscription. Merci de bien vouloir passer à la réception pour s'inscrire et préciser le circuit, s'il vous plaît. Quel circuit vous voulez choisir pour les visites de demain? Merci. Quand on regarde les attentes des Africains par rapport aux ODD, on s'aperçoit que l'ODD 8, donc qui est l'emploi inclusif et le développement économique, est de loin le plus prioritaire. Il dépasse de loin les ODD classiques qu'on attribuerait à l'Afrique, notamment les ODD de lutte contre la famine, de lutte contre la pauvreté. Sur le baromètre ODD, 56% des Africains pensent que l'emploi est la première priorité, loin devant la pauvreté qui est à 26%. Donc, d'où le challenge, mais aussi les opportunités. Alors, généralement, quand on anime un panel sur l'emploi, c'est un peu morose. On va parler des problèmes, des défis, des difficultés, et puis on ne ressort pas généralement avec le moral très très haut. Parfois, on est obligé d'aller voir un psychiatre après pour se ressaisir. Mais heureusement qu'en Afrique, on a des opportunités. On a des opportunités qui est la jeunesse de l'Afrique, qui reste la première richesse, mais aussi tout le développement technologique, économique qui se fait autour de cette jeunesse et qui nous laisse optimistes par rapport à l'avenir. On a aussi des institutions, des gouvernements, des partenaires sociaux qui font de l'emploi leur priorité et qui font beaucoup d'efforts pour répondre à ces défis, pour résoudre ces problèmes
et c'est un plaisir de travailler avec eux. Moi, j'ai le plaisir de travailler avec nos partenaires sur la région du Maghreb, mais je pense que c'est la même chose pour tous mes collègues en Afrique, et c'est toujours un plaisir d'aller de l'avant et de créer et de faire de l'initiative. Alors, l'initiative ou les emplois à haute intensité de main-d'œuvre constituent un des maillons forts ou des pistes à prospecter pour créer de l'emploi décent en Afrique. Parce qu'au-delà de créer de l'emploi, c'est l'emploi décent, l'emploi durable et l'emploi qui permet l'épanouissement économique et social qu'on veut mettre en place en Afrique. Et pour me soutenir dans ce panel, c'est un honneur de recevoir parmi moi les représentants de 3 pays où on a des expériences réussies et dont on peut être fier en tant qu'Africain sur les politiques d'emploi, sur le développement de stratégies d'emploi, mais aussi d'offres d'emploi pour les jeunes, notamment et pour les femmes. Et en premier lieu, j'ai le plaisir de demander de monter sur l'estrade pour le panel, Monsieur Naoufel Bellabid, qui est conseiller auprès de son Excellence, Madame la Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la République tunisienne, et que remplace Madame la Ministre, qui a été prise par des engagements urgent, et on remercie à travers lui Madame la Ministre pour tout le soutien au déroulement de cette activité, donc de ce séminaire, mais aussi à tout l'appui qu'elle apporte à tous nos projets et programmes en Tunisie. Le deuxième pays, et hier j'ai eu une discussion avec le représentant pour lui dire que le Rwanda représentait un espoir aussi pour les Africains et que, en regardant un petit peu les réseaux sociaux, on voit tous les jours des jeunes et des moins jeunes qui font aussi l'éloge du Rwanda et de l'expérience rwandaise. Et donc c'est un plaisir de recevoir Monsieur Gaspard Mozonera, qui est le secrétaire permanent du ministère des Services publics et du Travail. Le troisième pays, alors là on part plus à l'ouest, et c'est un pays aussi qui a fait aussi une grande... qui connaît actuellement un grand développement économique, mais aussi un développement économique qui est associé au développement social. Et c'est le Ghana, et j'ai le plaisir de demander qu'il nous rejoigne Monsieur Bright Wireko Broby, qui est le ministre adjoint du ministère de l'Emploi et du Bien-être social. Alors, avant de lancer les débats et d'aller sur des questions vers nos honorables invités, on va faire une première présentation pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Et je demanderai à Monsieur Ali Soutin Rosemeurt donc de nous faire cette brève présentation avant d'entrer dans les débats. Merci beaucoup. Il nous a été demandé, avant le passage des panélistes, de camper le débat en identifiant les questions cruciales qui doivent alimenter la discussion. Et nous avons constaté hier, lors de la revue de la déclaration d'Addis Abeba, que le financement des projets HIMO par les mécanismes nationaux était assez problématique. En vérité, à part un lot de pays qui se dégagent, avec notamment l'Afrique du Sud, le Cameroun, l'Éthiopie, la Tunisie notamment, les autres pays n'arrivent pas vraiment à financer les grands projets HIMO. Et il y a une recomposition des structures qui financent. C'est maintenant de grands bailleurs de fonds qui innovent et qui intègrent le terrain de la HIMO, comme l'AFD, comme l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et qui financent des projets avec des investissements lourds. Et nous avons noté que le PIDA est un grand projet qui finance des infrastructures avec 51 projets et pour un montant de plus de 300 milliards d'ici 2023.
Il y a également l'ICA et l'agenda 2063 qui financent des projets d'intégration pour l'Afrique avec des financements qui sont quand même assez lourds. Et nous avons quelques exemples de projets de l'ICA en Zambie, au Mali, dans d'autres pays, notamment en Tunisie, et qui montrent que finalement, à côté du BIT qui est une agence plutôt technique, il y a de plus en plus de bailleurs de fonds qui investissent avec des ressources assez substantielles. Mais on doit se poser la question de l'impact de ces financements, surtout quand ça charrie des sommes aussi importantes. Il y a une redevabilité, il y a un devoir de rendre compte quand on a dépensé des sommes aussi importantes pour le développement de l'Afrique. Et le BIT a, dans certains pays, commencé à appuyer les études d'impact. Ça se fait au Ghana, en Côte d'Ivoire, et le BIT a réussi à faire des études, à élaborer des guides, notamment au Cameroun, et à former les acteurs nationaux sur comment mesurer l'impact emploi des investissements IMO. Mais, de manière générale, ce réflexe-là n'est pas généralisé à l'échelle continentale. Donc il y a un problème pour vraiment capter l'impact réel des emplois qui sont générés par les projets IMO en quantité et de manière générale leur contribution à l'économie. C'est pourquoi certaines questions se posent. D'abord, quel est l'impact des investissements IMO, pas seulement sur le chantier, mais la stratégie IMO en général, qui peut intégrer la formation. Le chantier est fini, mais des gens ont été formés. Quel est le potentiel d'emploi que la formation peut permettre de créer? On fait de la IMO sociale, il y a des activités génératrices de revenus. Quel est le potentiel d'emploi pour les femmes, pour les jeunes? Il faut qu'on le sache et qu'on s'en serve pour outil de plaidoyer pour attirer d'autres bailleurs de fonds et pour mobiliser des ressources nationales. Il faut démontrer que la IMO a un impact sur l'économie pour que des gens de plus en plus puissent accepter de financer. Nous savons, on l'a dit hier d'ailleurs, que la IMO a le terrain local comme terrain de prédilection, parce qu'il y a un lien fort entre les infrastructures financées sous la IMO et le développement local. Mais est-ce que les industries locales ont assez de ressources pour mener ces projets-là? Ou bien est-ce qu'il nous faut sortir pour aller chercher de l'argent auprès des autres bailleurs de fonds? C'est une question qui se pose, parce que si localement on n'a pas ces ressources-là, ça veut dire que la IMO nous échappe et qu'on ne pourra pas raffermir le lien entre la décentralisation, le développement local et les travaux IMO. Quelles sont les compétences requises pour faire ces projets-là? Est-ce que nous les avons sur place ou bien est-ce qu'il faut les chercher ailleurs? Comment doit-on faire l'étude d'impact? Avec quels outils? Avec quelle méthode? Avec quel partenariat? Avec quel guide? Et qui doit indiquer la voie pour qu'on ait un modus vivendi pour dire à chaque fois qu'on fait un projet IMO, on doit en évaluer l'impact de telle manière et que nous le fassions d'une manière plus ou moins harmonisée. Donc voilà quelques questions qui se posent sur ce problème de l'impact des travaux IMO et nous espérons que le débat va apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et ce lancement, cette initiation du débat. Et donc, pour commencer avec nos chers panélistes, je vais leur demander s'ils peuvent nous dire si dans leurs pays respectifs, il y a une politique nationale de l'emploi et comment les investissements publics dans les infrastructures contribuent à l'atteinte des objectifs et à la mise en œuvre de cette politique. On commence par le pays hôte. Ça ne fait pas de micro.
Comme vous voulez. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite vous transmettre les salutations meilleures de Madame la Ministre. J'ai vraiment le plaisir et le devoir donc, de vous parler un peu de la stratégie nationale de l'emploi qui se fait actuellement en Tunisie. En fait, en Tunisie, il y a eu quelques tentatives d'établissement ou d'élaboration d'une stratégie nationale de l'emploi. Toutefois, à défaut, nous avons commencé avec des programmes actifs d'emploi qui se sont prolongés depuis les années 90 ou un peu plus loin que les années 90 et ce jusqu'à ce jour. Et ça fait 2 ans que nous avons entamé les travaux de la SNE. Nous en sommes aujourd'hui à la phase élaboration, donc nous avons réussi à avoir un diagnostic consensuel. Et quand on parle de consensus, il faut absolument que je vous parle des différentes procédures et processus qui ont suivi. Donc, nous sommes en train d'élaborer une stratégie axée principalement sur le consensus, sur le partenariat, un partenariat avec les organisations patronales et syndicales, et un partenariat très proche avec tous les ministères. Donc, on voudrait qu'une SNE tunisienne soit une SNE multidimensionnelle, dans laquelle le ministère de l'Industrie intervienne, dans lequel le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement, des bâtiments, de l'agriculture, tout le monde intervient pour qu'on ait au moins une stratégie nationale coordonnée, harmonisée, avec des indicateurs clés de performance qui impliquent tous les ministères et tous les champs de compétences du gouvernement. Donc nous avons une SNE consensuelle, nous avons réussi à avoir un consensus qui a été validé par les différents partenaires à la fois sociaux et ministériels. Et depuis quelques mois, nous en sommes à la phase élaboration, là où nous avons l'appui technique du BIT. Nous avons eu le plaisir d'avoir donc des experts à la fois tunisiens et étrangers qui nous appuient dans cette stratégie. Dans cette stratégie, on voudrait que la formation professionnelle soit inclue, on voudrait que la reconversion professionnelle soit prise en considération, on voudrait que la formation tout au long de la vie soit prise en considération. Tout cela a été identifié à la phase diagnostic. Donc, le diagnostic nous a fait démontrer qu'il y a une inadéquation entre notre potentiel, notre capital humain, tel que formé au niveau universitaire ou formation professionnelle, et les besoins du marché de l'emploi. Donc, pour pallier, pour réparer donc, cette incohérence, nous sommes en train de travailler de concert avec le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Agriculture, principalement. Donc, dans cette SNE, on voudrait avoir 3 axes principaux. Un premier axe, tout ce qui est stratégie de l'emploi dans sa définition la plus large, la plus générique. Une stratégie de l'entrepreneuriat, qui est l'axe aujourd'hui principal sur lequel nous sommes en train de travailler. Et bien entendu, on voudrait avoir un cadre juridique qui permette l'établissement d'une économie solidaire et sociale en Tunisie. En fait, on voudrait passer de l'informel vers le formel. On voudrait avoir une SNE inclusive, un travail décent, tel que défini par le BIT ou par l'OIT. On voudrait avoir donc un taux de chômage en régression. En fait, le taux que nous avons actuellement est un taux qui n'a pas vraiment diminué de 15%. Je ne suis pas tout à fait pessimiste quand je parle de chômage, non. En fait, je suis très optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Parce que, en fait, quand on a fait le diagnostic, on a réussi à identifier un besoin énorme en main-d'œuvre qualifiée dans certains secteurs, avec un déficit de demandeurs d'emploi dans ces secteurs-là. Idem, nous avons réussi à identifier un déséquilibre entre l'offre du capital humain par rapport aux différentes régions. Nous avons une région, par exemple, toutes les régions côtières et surtout les régions du centre, donc du Sahel, où il y a une forte demande de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'habillement et du textile. En revanche, on n'arrive pas à trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour répondre à cette demande. De plus, et là encore, donc, on est dans une logique de SNE multidimensionnelle. En fait, si on arrive à mettre en place une bonne politique sociale, une politique de logement, une politique de transport public, on pourra forcément répondre à cette demande. Là, on a de la main-d'œuvre qui est qualifiée, certes, mais qui n'a pas vraiment les moyens de migrer, de faire cet exode donc, des régions
là où il n'y a pas assez d'emplois, vers des régions où il y a une forte demande d'emploi. Donc, je suis optimiste, encore une fois, parce que nous avons un potentiel tunisien qui est très fort en valeur ajoutée. Reste à trouver le moyen d'intégrer donc les diplômés universitaires dans la sphère du travail. Reste à trouver les moyens de faire intégrer donc a national service scheme where all graduates who come out of the universities and polytechnics, the third cycle institutions, are mandated by law to do 1 year service to the nation. Now, when they finish this service, they are flooded onto the market, and it becomes difficult for them to get jobs. So from 2017, when the current government took over, we launched an aggressive employment drive called the Nation Builders Corps to employ about 100,000 graduates into the system being funded by the state. In fact, what this used to do was to equip all those who had opportunity working with the NAPCO program, the Nation Builders Corps program, one, to take them out of the unemployment situation, and then two, equip them with some employable skills. You realize that any advertisement that goes out for people looking for jobs are looking for people with a year or 2 or 3 years experience, which these young graduates don't have. So the Nation Builders Corps program, which recruited 100,000 people from October 2018, sought to kind of give this experience to the young ones. The other one is the one district, one factory policy, which the current government introduced, that for every district in Ghana, there must be the setup of one viable factory that will employ, its people. So, and employment here includes people, those in the informal sector, normally unskilled, and those that are skilled. We have 256 districts as we speak. About 80 factories have now been set up in different sectors of the economy. And this is also helping a lot. We also have the National Entrepreneurial and Innovation Program, NAPE, which is also there, being funded by the state. We have pushed in money, and the youth who are very smart, entrepreneurial, are supported to be able to take off. So here we are talking of capital injection of about 100,000 cedis, which translates into, I think, $20,000, $20,000, depending on how the person is smart. Indeed, about 2 months ago, we had 2 ladies in the university who had been innovative and using banana and plantain husk to manufacture sanitary pads. And thanks to the UN, they have come to our aid. These 2 ladies are being supported to do mass production, and then we supply them to the rural poor who cannot. So you can imagine how this innovation of these 2 young ladies who have not even completed school yet, but were smart to look at the banana husk, what we throw away, and are using that to produce sanitary pads. It's wonderful. So it is something that is ongoing. Then we have what we also call the planting for food and jobs. The planting for food and jobs is primarily agriculture-based, and it encourages every farmer in Ghana to be on the farms if you want to be. So the government has procured fertilizers, and when it comes, it doesn't procure them just by way of bags from other countries. It procures them, and they are bagged in Ghana, they are transported in Ghana, they are distributed in Ghana. So it's providing jobs, both direct and indirect, for our farmers. I must say that from 2017 to date, the planting for food and jobs alone provided about 745,000 jobs in the informal sector. So these are a few which I think are going on, including partnership between the National Vocational Training Institute
and our youth, which we put them into apprenticeship program and prepare them for takeoff eventually. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors pour résumer en 3-4 points ce qui a été échangé, donc promouvoir les initiatives, notamment l'emploi dans l'infrastructure, ça passe par des mesures incitatives, notamment aux jeunes, aux très petites et moyennes entreprises. Ça passe aussi par le développement de compétences, de connaissances, pour que ces jeunes-là soient prêts pour le milieu de travail et répondent aux besoins réels du milieu de travail. Ça passe aussi par des cycles de formation attractifs qui permettent d'offrir aux jeunes une compétence et non que des connaissances. Et en fin de compte, ça passe aussi par des passerelles et des possibilités de reconversion, de conversion qui permettent aux jeunes parfois qui vont sur des branches ou des filières d'activité où les débouchés sont un peu limités ou fermés, d'aller vers d'autres possibilités. Alors, pour le représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi de la République tunisienne, je voudrais revenir sur les questions d'évaluation, notamment des évaluations d'impact des programmes d'emploi et des mécanismes d'emploi, pour vous demander comment ces méthodes d'évaluation en matière d'emploi peuvent aider à optimiser l'emploi et notamment l'emploi dans l'infrastructure. Un petit rappel, donc, je disais tout à l'heure que jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de stratégie nationale de l'emploi. Cette stratégie elle est en cours d'élaboration, donc on n'a pas encore mis en place les indicateurs clés de performance ou des suivis. Par contre, nous avons fait lors du diagnostic une évaluation de certains programmes actifs d'emploi que nous utilisons aujourd'hui en Tunisie, comme par exemple le programme Forsati ou le programme stage d'initiation à la vie professionnelle 1 et 2, ou le programme actuellement qui est en vigueur depuis à peu près 2 ans, le contrat dignité. Donc nous avons mis en place donc, des indicateurs enfin, de suivi et d'évaluation de ces programmes-là. Certes, les choses n'ont pas été toujours faciles à faire parce que vous savez très bien que depuis la révolution tunisienne, donc on n'a pas eu de gouvernement de stabilité gouvernementale. Donc nous avons eu tellement de changements de gouvernement. Donc analyser un programme actif d'emploi sur une période d'application de 1 an ou 1 an et demi, c'est un peu difficile parce qu'il y a tellement d'interactions entre les différents acteurs, à la fois économiques et sociaux, qui ne nous permettraient pas peut-être d'avoir tout de suite un feedback sur l'efficacité et l'efficience de certains programmes. Toutefois, donc, nous sommes en train de mettre en place, enfin d'imaginer, d'inventer un peu ce qu'on pourrait faire à l'avenir comme indicateur clé de performance et de suivi une fois la SNE mise en place. Mais nous sommes en train d'œuvrer actuellement à ce que dans chaque nouvelle loi, quelle que soit l'origine, donc le ministère de la formation de l'emploi, ou de l'industrie, ou des sports, ou de la jeunesse, ou du ministère de la santé, chaque ministère qui donc travaille sur un projet de loi, il faut absolument qu'il y ait une intégration du ratio ou de la notion emploi ou de l'impact de cette nouvelle loi sur le marché de l'emploi. Donc on est en train de travailler sur ça. On travaille également sur donc, des indicateurs par secteur d'activité et par cible, population cible d'emploi. Je disais tout à l'heure que l'approche genre en Tunisie n'est pas forcément l'approche femme. Donc genre en Tunisie, quand je dis par exemple genre, par exemple le secteur du textile est un secteur qui emploie beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc où le sexe ou le genre masculin n'est pas très bien représenté. Toutefois, aujourd'hui, nous sommes en train de connaître une migration donc, des hommes vers ce secteur d'activité. Donc l'approche genre, c'est une approche qu'il faudrait relativiser en fonction à la fois des secteurs et des régions de la République tunisienne.
Ma question suivante, c'est pour le Rwanda. Alors, on sait que le Rwanda a fait des efforts significatifs pour intégrer les objectifs d'emploi dans les plans des ministères et des districts. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les résultats atteints et également les défis rencontrés dans ce processus, en particulier en matière de suivi des mesures, des effets sur l'emploi et comment les évaluations d'impact sur l'emploi peuvent aider dans le cadre de renforcement de ces efforts? Thank you. I must say that in our country, at the beginning of every fiscal year, the Ministry of Finance and Economic Planning, which leads the planning process and the budgeting process, has made it compulsory that every public institution representing a sector, every district, they must fill a form indicating that the number, approximately, the number of jobs that will be created as a result of the budget that will be allocated to the institution. So that is something that is used by our Minister of Finance and Economic Planning, and at the end of the process we can know, we can have a figure of how many jobs we are expecting from the fiscal year, the budget allocated to respective institutions from that fiscal year. And also, we require big projects to map jobs that will be created from the project implementation. So from that, there is a follow-up on the execution, on the actual creation of the jobs that were projected in the planning and budgeting process. And I must say that the labor force survey that I mentioned sometime, a few minutes earlier, helps us to indicate jobs that are created mainly from districts and public institutions. And the labor market information system also, that is a tool which centralizes data but fed into by decentralized entities, gives us a picture of how many jobs that are created by every public institutions, not the public institution, but the sector. And that includes also the private sector, which is also part and parcel of that coordinating organ I mentioned earlier, which looks at the performance of sectors in terms of job creation. So that is what I would say, and it helps us every other year to evaluate, to know how, to what extent sectors have been able to implement what they have committed for at the beginning of the fiscal year. Merci. Alors, ma dernière question avant de passer à 2 ou 3 questions dans la salle s'adresse au Ghana pour demander si on peut nous informer de façon brève sur les mesures prises par le gouvernement du Ghana en réponse à l'appel du président de mener des études d'impact des projets sur l'emploi. Thank you. Thank you very much. One is the strengthening of the National Employment Coordinating Council, which is also a product of the National Employment Policy. As part of the employment policy, we are supposed to come up with the National Employment Coordinating Council.
This is made up of ministers from all the sister ministries or their high-level representatives, and chaired by the Minister of Employment and Labor Relations. During these meetings, which I have had opportunity to chair one or two of them, we discuss employment needs. So they are supposed to tell us as they move on how many jobs that they would need, the potential for employment is the beginning of the impact assessment. So that is done. The other thing we are doing is getting to roundtable with the data collection and analysis institutions. So for instance, the Ghana Statistical Service, we have met, about a month ago we met them. And what we decided to do was to even find out their basic appreciation and understanding of employment indicators. Because sometimes they collect data, churn something out, and because we are not directly involved, the way they come up with the indicators do not match with what is expected on the world market. So we have sat with them, tried to break the indicators down in line with what the ILO themselves are looking at, and then setting these targets appropriately. We have also, as part of the Employment Coordinating Council engagements, we have all the ministries, departments, and agencies being represented and trying to mainstream these activities into their plan of action for every year. So kind of what my colleague in Rwanda is explaining, before the budgets are read, you have to tell us how you are mainstreaming employment opportunities within your sector. One other thing that we have done, a cabinet directive to all agencies that are giving contracts out to come up and tell us how many jobs they are going to create for such contracts. So it's important that they tell us the formal jobs, the informal jobs. They are beginning of letting us know the job impact. I think these are but a few things which we are doing to ensure that we have a proper impact assessment. Thank you. Merci beaucoup pour ces précisions et ces idées et ces pistes riches pour garantir plus d'emplois pour les jeunes, notamment dans les emplois à haute intensité de main-d'œuvre dans le secteur de l'infrastructure. Alors, je remercie aussi nos panélistes pour avoir été brefs, ce qui permet d'avoir quelques questions dans la salle. Donc, s'il y a des personnes qui voudraient poser des questions ou ajouter des commentaires ou peut-être brièvement des expériences personnelles. C'est l'heure de dîner. You are very tired. Allez, au moins une question? Ah. Il y a une question là. Thank you. I'll ask a question just before dinner. Just if you can present yourself. My name is Tingidi Zochabalala from the ILO in South Africa. I'd like to direct a question to the Rwandan representative. I was very happy about the infrastructure approach when you were talking about the airport. But have you looked at skills beyond the development of the airport? For example, once you have the airport, you'll need pilots, you'll need engineers, you'll need travel agents, and all those things. Because I think in terms of job, sustainable jobs, most of them lie in the operation of the asset. Thank you. Thank you for the intervention. I can only agree with you. When having a big project like that, you need to consider what is required to be able to benefit more jobs from the project implementation. And the government regularly identify priority skills in the country. And
for such big projects, actually, the government ensure that all the sectors concerned are coordinating, and that is the role of the different levels of coordination organs from the ministerial to the technical level. They always look at the opportunities that are coming up in the country, and for that one, I must tell you that even now, most of the investment in education are going to those related to the airport, jobs related, because we don't have airport. And recently, actually, the government has established a school of aviation to be able to influence the Rwandans mostly to benefit from that opportunities coming up. And many other areas are considered when there is such an opportunity. But I must say, some time back, that coordination were not as due. But today, government has realized that there must be a coordination. When such a project is coming up, we need to look at all different aspects of the project and prepare our youth mainly to take advantage of it. And for the airport, it is being done surely. And thank you. It is a very important point that needs to, because incidental jobs are not always granted. We should not take it for granted. When you don't influence it, you may not reap from the potential that the sector presents. So you need to ensure you put in place mechanisms to prepare the public, the youth, to take advantage of those opportunities coming up. And that is what the government does. And what I mentioned earlier, like the rapid response training also comes into that context, where the government may finance trainings depending on what comes up. So, and you may see people being trained to fit. I have a question to Rwanda and Ghana colleague. That yes, you mentioned that in the beginning you asked all public entity to provide you how many jobs they will create, skilled and unskilled, whatever. Do you also assess at the end of the project or fiscal year when real job has been created or not? If not, then labor registration should be a good method you can introduce in your enterprise, and you can guess how many people who have got the job, and you can also estimate real job seeker at the end of the project or fiscal year. Yes, thank you for your question. I think that it's well, you are advising and also asking, but I said that the first step to begin with is when there is a contract, you are supposed to provide the jobs that you are, because at the end of the day, the impact assessment team will also be collecting data on sale. So yes, it is being done and ensuring that right things are done. Dernière question? Ah, deux dernières questions. La parole a été demandée par là, puis on revient vers vous. Là et là. Les stratégies de promotion qui viennent de nous être présentées par les trois pays semblent plutôt s'adresser à de jeunes diplômés qui ont des difficultés pour trouver un emploi sur le marché du travail. Peut-être à une moindre échelle sur la Tunisie, puisqu'on parlait de formation professionnelle. Mais est-ce que ces stratégies peuvent aussi profiter à des jeunes qui sont moins qualifiés, voire pas qualifiés effectivement dans les régions
et localement. En fait, oui, quand on parle de région, donc on parle de commune, on parle de pouvoir décentralisé. Et quand on parle de création d'entreprise par des primo-demandeurs, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'équipement, dans des travaux publics, donc on parle forcément de création d'emplois qualifiés et non qualifiés. Donc tout le monde aura sa part d'emploi. Des jeunes moins qualifiés, en fait, en Tunisie, nous recrutons des jeunes de 16 ans dans les centres de formation. Donc on voudrait que tous les jeunes aient au moins suivi une formation. C'est vrai que nous avons un taux de décrochage scolaire relativement élevé. Nous avons à peu près 100 000 décrocheurs chaque année qui décrochent, donc ils ne sont pas inscrits ni dans les centres de formation, ni dans les écoles publiques. Toutefois, donc, nous travaillons et nous cherchons à recruter donc, ces jeunes pour qu'ils intègrent soit des centres de formation publics ou privés pour qu'ils décrochent au moins un diplôme. Mais dans tous les cas, même s'ils n'ont pas de diplôme, créer des entreprises dans le secteur donc, du bâtiment, forcément, ça voudrait dire employer des jeunes sans qualification. Au moins une part des jeunes sans qualification. Let me add quickly. The question opens up for me to add that the Nation Builders Core Program that targets graduates, 100,000 graduates as of last year, also has a sister program that targets youth with least skills. So that under the Youth Employment Agency, we have youth that have completed senior high schools who could not go to universities or polytechnics to also get enrolled into jobs, but on a more smaller, skillful scale. So it's also addressing those who do not have skills. But ultimately, it is to empower them to acquire the needed skills for a takeoff in a larger or more permanent jobs in 2 or 3 years. Thank you. Good evening, maybe. My name is Nhlanhla Sithole from the Department of Environment, Forestry and Fisheries in South Africa. Maybe to the panel, given that much work has been done, I think, in collecting data and developing strategies and the likes, what would be your comment in terms of I think linking the presentation that was made yesterday by Mr. Sibanda on the issues of fourth industrial revolution to developing scenarios which are basically country related or country specific and making sure that at least we move in a different trajectory, because we seem, I think, we've been in existence for however many years and we've been doing almost the same things over and over again, yet we're expecting different results. So should we not change gear? Maybe if you may comment on that, so that we are able to plan for jobs for the future, plan for you know, whatever impacts that we want to see in the future. Let me pause there. Thanks. Merci pour la question. En fait, c'est une question à la fois stratégique et prospective. Aujourd'hui, imaginer quels seraient les métiers de demain est très difficile. Toutefois, il y a des indicateurs qui nous permettent d'anticiper et de savoir quels vont être, par exemple, les métiers les plus demandés demain en Europe ou en Afrique. En Europe, on vit beaucoup plus longtemps, donc avec une espérance de vie très élevée. Donc il y aura forcément une forte demande d'emploi dans le paramédical et le médical. Et sur ça, par exemple en Tunisie, on est en train de miser sur cela. Donc former des gens dans le paramédical et dans le médical, c'est essentiel. En Afrique, en 2040, je pense qu'on aura 2,5 milliards, c'est ça? Donc forcément, donc, 2,5 milliards de personnes à nourrir, à soigner, à éduquer, pour qui donc créer de la culture
orienter la culture, créer de l'art, ben, c'est forcément donc sera demandé. Donc, toutefois, anticiper, savoir exactement quels seraient les besoins du marché de l'emploi dans 5 ans ou dans 10 ans, ça c'est très difficile. Mais savoir au moins la tendance mondiale, où il va, donc on peut anticiper un peu et on peut commencer à former. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en Tunisie, par exemple, on commence à développer l'esprit entrepreneurial pour les élèves inscrits au cycle primaire. C'est une expérience qu'on a commencé depuis 1 an. Donc, créer des futurs chefs d'entreprise, ça ne se crée pas au niveau cycle universitaire, mais ça se crée au niveau primaire. Après, donc, ça sera à leur tour à eux d'anticiper, de savoir dans quel secteur d'activité investir et dans quel secteur d'activité donc orienter leur recherche donc, de marché. Et merci. Adding to what he has just said, in my country specifically, we have started recently the way we develop our university curriculum. Higher learning institutions used to think of appropriate and relevant curricula, they design, but recently we have started to associate different actors, including the private sector, especially the labor market. Realities, the private sector knows more about it, and they are now taking part in the designing process. So we have just started with few sector areas. I would mention logistics, I would mention energy and infrastructure, Foster can remind me, but we are intending to scale it up to all the academic areas to be able to ensure that what you are teaching our youth is responding to the needs, to make them more relevant to the labor market needs. So we are doing it, but also coming back to what he has said, Africa, I think we do have more opportunities than the rest of the world because we are somehow lagging behind compared to those developed countries, what they have already done. So let's talk about industries. It is still an opportunity for us, but how do we tap into it? It also requires us to realize it and prepare our people to make use of those opportunities that are still, I would say, we have a context that is still virgin in terms of employment opportunities. In my country, we have started to try to diversify in the country industrial zones, and incentives are being given to people who start industries and factories. We have started what is called community processing centers to tap into specialties of different areas and be able to reap from what the area is special in. So it is creating an incentive, but also it is giving an employment opportunities up the value chain. If it is an area with developed agriculture or where the agriculture is favorable, you put an agri-processing factory which actually gives the capacity up to the farmer. And we think we need to realize it and take appropriate measures to allow. At this stage, of course, today it is an opportunity. We should not jump and consider the future. We consider the future, but tapping into current opportunities would make us
be able to get into the future. When there are still opportunities, let's use them. So I think our industrial revolution is now, and we should tap into those opportunities to offer. Okay. Thank you. The last intervention? Let me just add one thing in Ghana which might not be too different from other parts of the continent is that those in the TVET institutions, the technical and vocational institutions, were second-rated citizens. You know, those who had opportunity to go to the secondary schools and to go to universities, it was the pride of every parent. And going to do vocational technical training was a secondary matter. You know, and this created problems, or has created problems for us. So there is the need for a change of mindset for us to know that, I mean, individuals come into this world with different skills, and that somebody could go to a technical school and become, say, a carpenter, a mason, or whatever, and still be relevant. So this is what is happening. We have moved into letting people buy into technical education this time round and making sure that people are on board. And this is helping us because the universities are producing more of people from the humanities side. They come out social sciences, history, geography, and they are in excess and not helping our developers. The focus now is more into the technical area, which we are trying to develop at par with. So I think that these are the approaches moving forward and into the future, trying to ensure that people go into that sector and become productive in society. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être présent. Je vous demande d'applaudir Monsieur Naoufal Bellabid, conseiller de son Excellence Madame la Ministre de la Formation professionnelle de l'Emploi de la République tunisienne, Monsieur Gaspard Mozonera, qui est secrétaire permanent au ministre du Service public et du Travail au Rwanda, Monsieur Bright Wireko Broby, qui est ministre adjoint au ministère de l'Emploi et du Bien-être social au Ghana. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup aux traducteurs pour le travail immense qu'ils ont fait depuis hier et qu'ils vont continuer à faire tout au long de la semaine. Et merci beaucoup aux assistantes, aux assistants qui nous ont aidés à assurer ce panel. Merci beaucoup et bonne soirée.